Elle est détentrice d'une maîtrise en études politiques appliquées avec cheminement en environnement. Elle s'est d'abord spécialisée dans la lutte au changement climatique en milieu municipal et après une implication volontaire en Bolivie comme conseillère en environnement et sa participation à la délégation jeunesse de l'ACOSI qui a participé à la COP 28, elle se dédie maintenant à des projets de recherche pour développer des solutions aux enjeux climatiques. C'est Noémie qui va animer cet intéressant panel. Bon après-midi à tout le monde. Bonjour tout le monde. Moi aussi, mon micro fonctionne bien. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui, autant à ceux qui sont en personne que ceux qu'on a la chance aussi d'avoir en ligne. Bienvenue encore une fois à ceux qui sont en ligne aussi. Je vous invite également à vous aussi à nous mentionner de quel territoire vous provenez exactement au Québec. Vous pouvez nous le mentionner dans le clavardage si vous voulez en ligne. Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir des présentations et des discussions de mes trois collègues ici sur les résultats des trois événements auxquels l'ACOSI a participé l'automne dernier. Donc, on parle de la COP 16, de la COP 29 et du forum AWID. On va essayer de découvrir en fait les intersections entre les différents enjeux qui sont au cœur de ces différents événements internationaux-là, ainsi que le rôle de la participation citoyenne pour faire progresser la lutte contre la crise climatique, contre la perte de biodiversité et pour les droits des femmes et l'égalité des genres. Alors, je vais vous faire une petite explication sommaire de ces trois événements auxquels nos collègues ont participé l'automne dernier avant de commencer. Premièrement, pour ce qui est de la COP 16, c'est un événement qui a eu lieu du 21 octobre au 1er novembre 2024 dans la ville de Cali, en Colombie. Et c'est en fait la 16e conférence des parties à la Convention cadre des Nations unies sur la diversité biologique qui se sont rencontrées à Cali. C'était en fait la première COP biodiversité à la suite de l'accord historique qu'il y a eu ici à Montréal en 2022, l'accord Kunming-Montréal. Cette COP avait pour objectif, en fait, l'année dernière, en 2024, de faire progresser la mise en œuvre du cadre mondial pour la biodiversité de Kunming-Montréal, qui est un plan global qui vise à stopper et à inverser la perte de biodiversité d'ici 2030. Pour ce qui est de la COP 29, du 11 au 22 novembre 2024, dans la ville de Bakou, en Azerbaïdjan, la 29e conférence des parties des Nations unies sur le climat s'est rencontrée. Un des principaux enjeux qui a été traité durant cette COP-là était la négociation du nouvel objectif collectif quantifié, le NCQG, sous son acronyme anglophone, qui est en fait le nouvel objectif de financement climatique international qui remplace le fameux 100 milliards de dollars par année qui avait été établi déjà depuis la COP 15 à Copenhague en 2009. Et enfin, pour ce qui est du forum AWID qui a eu lieu du 2 au 5 décembre dernier, une délégation jeunesse de la COSI a participé au 15e forum international de l'Association pour les droits des femmes dans le développement, et ce à Bangkok, en Thaïlande. Cette organisation féministe compte plus de 6 000 membres issus de 180 pays à travers le monde, qui a pour mission d'aider les mouvements féministes en faveur des droits des femmes et de la justice de genre à s'épanouir et à être un moteur d'opposition face au système d'oppression. Alors, c'est de ces trois événements que nous allons traiter aujourd'hui. Pour ce faire, on a trois panélistes qui vont nous en parler, qu'on a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui. Donc, tout d'abord, on a Laura Fekino à ma gauche. Laura, qui est une politologue diplômée de l'Université de Sherbrooke. Son intérêt pour la coopération internationale et pour la gouvernance environnementale, avec un accent particulier pour la biodiversité, découle de ses racines argentines. Laura poursuit ses études à la maîtrise en politique appliquée, où elle approfondit sa compréhension de la paradiplomatie québécoise en matière de biodiversité. Parallèlement, elle co-rédige aussi un ouvrage sur l'évolution et les enjeux de la gouvernance mondiale de la biodiversité, et elle est aussi en parallèle analyste politique aux ateliers pour la biodiversité. Merci Laura d'être là. Pour ce qui est de Mme Andréane Martel, aussi à ma gauche, Andréane est une leader passionnée avec plus de 15 ans d'expérience en gestion de partenariats complexes au Canada et à l'international. Elle est directrice du projet RECI, qui est une initiative ambitieuse financée par Affaires mondiales Canada et mise en œuvre par Mission Inclusion et l'Union internationale pour la conservation de la nature, mieux connue sous l'UICN. Merci Andréane d'être avec nous. Et enfin, aussi à ma gauche, on a Julie McClatchy. Julie, qui est analyste politique avec plus de 7 ans d'expérience, spécialisée dans les questions de justice environnementale,
économique et de genre. Elle travaille actuellement chez Oxfam Québec, où elle se concentre sur la fiscalité juste, la finance climatique et l'intersection entre le travail de soins et les politiques climatiques. Elle s'intéresse également aux enjeux d'accès aux ressources naturelles pour les populations autochtones et son engagement envers la justice sociale est marqué par une implication profonde dans les mouvements de solidarité internationale, environnementale et LGBTQ+. Merci, Julie. Alors, sans plus tarder, je commencerai ma série de petites questions que j'ai pour nos panélistes pour en savoir plus sur leur participation aux différents événements mentionnés. Donc, tout d'abord, ma première question, je la poserai à toi, Laura, pour commencer. Alors, j'aimerais savoir, dans le cadre de ta participation à la COP16, quel résultat, en fait, de cet événement-là auquel tu as participé t'a peut-être particulièrement surpris, que ce soit négativement, positivement, ou encore qui t'a touché ou que tu attendais depuis longtemps? Super. Donc, merci. Puis, je suis très contente d'être ici ce soir pour parler de ces sujets. J'aimerais ça commencer peut-être par des résultats plus positifs. Je ne sais pas vous, mais moi, je recherche le positif là, ces temps-ci aussi dans l'actualité. Donc, je commencerai peut-être par des résultats un peu plus positifs. Donc, en fait, il y a quelque chose que j'estime qui était une grande victoire, une grande avancée dans le régime environnemental en général, mais particulièrement celui de la biodiversité. Durant la COP16, ça a été en fait la création d'un organe subsidiaire permanent pour la représentation des communautés autochtones sous la Convention sur la diversité biologique, donc la Convention de la biodiversité. Bon, ça fait beaucoup de mots. C'est quoi un organe subsidiaire permanent concrètement? En fait, c'est que la Convention de la biodiversité, elle a à la base deux organes qui l'aident dans ses travaux, dans ses prises de décision. Donc, on a celui qui se charge de fournir des avis, des conseils plutôt scientifiques pour s'assurer que ce soit pris, en fait, les décisions soient prises avec des bases scientifiques. Sinon, il y a aussi un organe qui se charge de la mise en œuvre, donc qui essaye de veiller à ce que les grands objectifs de la Convention soient mis en œuvre. Et là, à ça, on vient ajouter un troisième organe permanent, donc qui va être là en tout temps pour les prochaines COP, pour assurer une représentation là, en continu des populations autochtones. Donc ça, je trouve que c'était vraiment une grande victoire. Puis en fait, c'est vraiment une première pour les conventions de Rio. Les conventions de Rio de 1992, on a celle sur le climat, celle sur la biodiversité. On en a une autre dont on entend encore moins parler, là, celle de la désertification. Et puis, cet organe-là pour la représentation des communautés autochtones, ben, c'est vraiment une première. Et donc, ça crée un précédent, puis j'espère que ça pourra percoler, là, peut-être éventuellement même dans le régime climatique, là, par exemple. C'est sûr que la Convention sur la biodiversité, elle a déjà une ouverture un peu plus marquée, si on veut, historiquement, pour l'inclusion des communautés autochtones. Il y a un article qui est réservé à la représentation des communautés. Il y a un article qui est réservé au savoir traditionnel, au savoir autochtone. Mais quand même, c'est vraiment une avancée qui, j'espère, là, va percoler dans l'ensemble de la gouvernance environnementale. Et tout ça, ça s'est fait, oui, grâce aux partis, aux pays qui étaient présents, mais aussi grâce, en fait, il y avait une grosse pression, une grosse présence des sociétés civiles et des communautés autochtones à Cali. Là, puis je pense que ça vaut vraiment la peine là, de le souligner parce que c'était, à mon sens, assez impressionnant là, et à quel point il y en avait. Et sinon, une autre chose, un autre résultat en fait positif, je dirais que c'est l'établissement d'un mécanisme de partage des avantages découlant de l'usage des composantes de la biodiversité. Encore une fois, sans rentrer dans des détails, on assiste encore à une dynamique un peu exploitant-exploité en biodiversité, dans le sens qu'il y a des pays ou des compagnies, même, ça peut être du secteur privé, qui vont aller chercher des composantes de la biodiversité dans d'autres pays qui se font en fait exploiter là, à un certain point. Et la mise en place de ce mécanisme-là, bien qu'il ne soit pas parfait, bien qu'il ne règle pas tous les torts qui ont été faits et qui peuvent peut-être continuer de se faire, ça reste que c'est un pas dans la bonne direction pour essayer de pallier à cette dynamique-là de exploitant-exploité. Puis peut-être un dernier résultat positif, pardon. Ça serait en fait, il y a une décision qui a été adoptée sur justement les interrelations, les interconnexions entre biodiversité, changement climatique et aussi santé. Donc, encore une fois, je pense que c'est un pas dans la bonne direction pour essayer de défaire des silos. Je pense qu'on le voit là, qu'il y a beaucoup de silos là, en environnement.
et même de manière générale là, dans les enjeux socio-écologiques. Puis si on rentre peut-être dans un peu plus le négatif, là, parce que c'est pas tout beau, là, on va être honnête. Donc, en fait, le résultat négatif qui m'a le plus marqué, c'est sur la question du financement. Et là, je fais un clin d'œil à Martine qui est avec moi dans la salle là, des négociations sur le financement. Puis ça a suscité beaucoup de passion, beaucoup de frustration. En fait, c'est que les parties n'ont pas été en mesure de trouver une entente sur le financement. La COP16, elle était supposée se finir le 1er novembre 2024. Mais en fait, les négociations ont poursuivi durant la nuit, même le lendemain durant le matin. Et en fait, la COP16 ne s'est jamais officiellement terminée. En fait, le matin du 2 novembre, on a remarqué qu'il y avait un manque de quorum. Là, il manquait de délégations. Il y a des délégations qui devaient partir prendre leur avion, là, tout simplement, pour rentrer chez elles. Et on s'entend que ce ne sont pas toutes les délégations qui peuvent se permettre d'acheter un autre billet d'avion là, du jour au lendemain. Donc, c'est une bonne chose, là, à un certain point que ça a été suspendu. Mais ça fait qu'il n'y a pas eu d'entente sur le financement. C'est quand même quelque chose qui est préoccupant. Je pense qu'il y a une tendance préoccupante, pas seulement à la COP16, même à la COP29. Et là, je ne vais pas plus en parler puisque je me doute qu'Andréane va en parler un peu. Euh, mais c'est quand même une tendance préoccupante parce qu'à la COP16 biodiversité, il n'y a pas eu d'entente. À la COP16 sur la désertification, qui se passait aussi cet automne, gros automne, il y avait quand même 3 COP en parallèle, il n'y a pas eu d'entente non plus. À la COP29, il y a eu une entente, mais bon, il n'y a pas eu beaucoup de gens satisfaits de cette entente-là. Euh, donc ça, c'est quand même quelque chose là, qui m'inquiète, là, disons, puis j'ai bien hâte de voir comment ça va se poursuivre. Puis moi, j'aime bien dire que les COP, c'est pas une fin, c'est pas un résultat, c'est un véhicule. Puis quand le véhicule, la COP, elle fonctionne pas très bien, ben c'est peut-être parce qu'il y a un problème avec les acteurs qui sont en train de guider le véhicule. Donc, si on n'avance pas bien dans les COP, ben c'est peut-être parce qu'il y a des pays là-dedans qui ont une position qui est problématique à un certain point, dans le sens que la position n'aide pas, en fait, nuit à l'avancement. Et il y a des pays qui nuisent à l'avancement qui, souvent, ce sont des pays du Nord, qui sont contre le fait de fournir des fonds ou qui n'acceptent pas, qui ne reconnaissent pas leurs responsabilités historiques. Puis, ça fait d'autant plus mal quand on réalise qu'on habite peut-être dans un pays qui a cette position-là. Donc, je ne nomme aucun pays. Vous pourrez tirer vos propres conclusions. Merci beaucoup, Laura, pour ce beau tour d'horizon. Il y avait beaucoup de choses qui ont été mises en lumière là, avec ton propos. Là. Donc, une possibilité d'avoir des mécanismes qui créent effectivement des ponts entre des personnes un peu partout à travers le monde, mais aussi des grosses difficultés de représentation, dépendamment de la possibilité puis de l'opportunité de chacun de pouvoir participer à ces événements-là. Donc, pour ce qui est des liens que tu as faits entre climat, biodiversité, ça, on va pouvoir largement y revenir. C'est un aspect qui est super important. Alors, je reposerai la même question à Andréane, cette fois-ci, qui a participé à la COP29, je le rappelle. Donc, d'autres résultats également qui font partie d'une COP climat. Alors, lesquels aurais-tu envie de mettre de l'avant? Merci. Allô? OK. Bonjour. Donc, d'abord, merci à la COSI pour l'invitation. Je suis vraiment heureuse de faire partie de ce panel aujourd'hui. J'étais particulièrement heureuse en voyant la description et disant que ça mettait de l'avant des jeunes femmes. Donc, je suis contente d'encore faire partie de cette catégorie. Merci de l'invitation. J'ai participé donc à la COP 29. C'était ma première COP. J'y étais pour représenter l'organisation pour laquelle je travaille, Mission Inclusion, et particulièrement pour parler du projet dont je suis la directrice, qui est le projet RECI, qui est un projet qui rallie conservation de la nature, protection de la biodiversité et inclusion et engagement féministe. Donc, c'est un projet qui est mis en œuvre en Afrique de l'Est avec l'Union internationale pour la conservation de la nature, donc une référence mondiale au niveau de la protection de la biodiversité et des organisations féministes dans tous les pays dans lesquels on travaille. Donc, je vous dirais que ce n'est pas un mariage qui est toujours si évident, celui de la conservation de la nature puis des organisations féministes. Donc, pour nous, c'est vraiment ce qu'on essaie de mettre de l'avant, l'importance d'avoir toujours une approche inclusive et de toujours considérer l'égalité des genres dans tout projet, initiative de conservation de la nature. Ceci étant dit, donc, je vais parler de la COP 29 et des résultats. D'emblée, je pense que c'est assez unanime que la COP 29 a été extrêmement décevante puis qu'elle n'a pas répondu aux attentes. Donc, tu l'as mentionné brièvement, mais je vais essayer de vous parler quand même de quelques résultats précis.
moi, je suivais particulièrement les négociations sur le texte genre et climat. Donc, toutes euh, les, euh, les réflexions que je vais vous partager aujourd'hui sont vraiment à l'intersection des questions de changement climatique et d'égalité des genres et d'inclusion. Donc, d'abord, le premier résultat qui est quand même quelque chose qu'on doit célébrer, c'est l'extension du programme de travail de l'IMA sur l'égalité des genres. Donc, concrètement, le programme de travail de l'IMA, c'est le programme qui permet au sein de la conférence d'ACOP d'intégrer les questions d'égalité des genres à l'intérieur des textes, à l'intérieur des mécanismes, à l'intérieur des différentes dimensions et à l'intérieur de l'ensemble des négociations également. Donc, c'est le programme de travail en égalité des genres et climat. Et c'est un programme qui avait été adopté à la COP 25 et qui venait à terme après 5 ans, donc cette année, et qui a été prolongé pour 10 ans. Donc, ça veut dire que dans les 10 prochaines années, on va forcer les parties à se mettre des objectifs et des mécanismes au niveau de l'égalité des genres et du climat. Le deuxième, je dirais, résultat positif, c'est que bien que tout le monde est assez déçu du nouvel objectif de financement climatique de 300 milliards USD par année, qui représente vraiment là, une goutte dans l'océan des besoins, particulièrement des pays dits du Sud, il y avait dans cet objectif-là une reconnaissance qu'il doit y avoir des objectifs spécifiques au niveau de l'égalité des genres et de l'inclusion. Donc, il y avait une reconnaissance que les femmes représentent un groupe important puis qui est impacté de façon différenciée par les changements climatiques. Ça mentionnait que c'est important d'impliquer les femmes particulièrement et les groupes marginalisés dans toute initiative là, au niveau des changements climatiques. Et finalement, le troisième, qui est vraiment, c'est parce que j'ai travaillé fort pour réussir à trouver un autre résultat positif, c'est qu'il y a une très légère augmentation de la participation des femmes dans les délégations à la COP 29. On est passé de 34 à 35 cette année. Donc, ça va être dans mes points négatifs, qu'il y a encore une très faible participation, représentation des femmes dans les délégations. Et là, ce pourcentage-là est dans l'ensemble des délégués. Mais après, quand on parle des leaders des délégations, des équipes de négociation, évidemment des leaders des États, là, évidemment, le pourcentage, il diminue de façon importante. Donc, il y a encore une très grande sous-représentation des femmes à la conférence pour les changements climatiques. Dans les autres, comme je suis lancée dans les aspects plus décevants, outre la faible participation des femmes, j'ai parlé du fait qu'on avait identifié l'importance de l'égalité des genres dans le nouveau objectif de financement climatique, mais sans parler d'aucun mécanisme, sans parler d'indicateurs, sans parler de quels sont les objectifs. Donc, c'est un peu lancé dans les airs, mais après, ce sera aux partis, aux États de décider si véritablement là, ils vont se mettre des objectifs clairs et ciblés. Sinon, un des points qui m'a le plus, je pense, affecté, je dirais, c'est toute la question de l'intersectionnalité. Ça a été vraiment rejeté là, de façon, je dirais, assez violente par beaucoup d'États. Donc, il y a certains États qui tentaient de faire avancer les textes, faire progresser les textes pour inclure du vocabulaire, du langage comme les femmes dans toute leur diversité, les hommes dans toute leur diversité, puis vraiment reconnaître que certains groupes marginalisés sont impactés de façon différente par les changements climatiques et que ça doit être pris en compte dans les programmes, dans le financement, dans les différents mécanismes. Et j'ai assisté à un moment, là, je pense que c'était le mercredi de la première semaine, où, à tour de rôle, il y a eu une série d'États, puis si je peux en nommer quelques-uns, c'est connu, mais il y avait l'Arabie saoudite, il y avait l'Irak, il y avait l'Égypte, qui ont commencé à vouloir retirer du texte tous les termes qui étaient en lien avec la diversité. Certains d'entre eux voulaient même enlever les mots genre pour parler de femmes, enlever tout ce qui est en lien avec les données désagrégées. Bref, donc on a senti vraiment là, un backlash, je vais dire, donc un rejet de tout ce texte-là. Donc, ça a été vraiment très frustrant d'assister à ça, parce que ça veut aussi dire qu'on nie que certains groupes vivent des discriminations différentes selon donc leur identité.
Et finalement, le dernier point négatif, c'est au niveau des données ventilées par sexe. Donc, l'année dernière, à la COP, il y avait eu un engagement d'avoir davantage de données qui nous permet, ces données ventilées permettent de peaufiner l'analyse, puis d'avoir ensuite, de prendre des décisions qui sont vraiment basées sur les données probantes, les données désagrégées, mais aucun véritable mécanisme a été mis en place pour ça. Donc, il n'y a pas eu véritablement de données qui ont pu être colligées. Est-ce que je peux dire un dernier point avant de passer la parole? Une des grandes déceptions, puis là, je m'éloigne des questions de genre, mais plutôt, on est dans une association de membres qui travaillent en partenariat, en solidarité internationale. Et je pense que ma plus grande déception de la COP 29 a été le manque de solidarité des pays du Nord envers ce qu'on pourrait appeler les pays du Sud, les pays, là-bas, on parle des Least Developed Countries, ou bien les pays insulaires, les petits pays insulaires. Donc, tous ces groupes de pays qui font partie davantage des pays du Sud, qu'on appelle du Sud, il y a vraiment eu une absence de solidarité puis de véritable engagement pour reconnaître la dette climatique des pays du Nord envers les pays du Sud. Et plus la COP avançait, on sentait vraiment la frustration monter, la colère monter de voir qu'il n'y aurait pas véritablement d'engagement qui permettrait cette reconnaissance de la dette historique, mais aussi un certain manque de solidarité, je dirais, des délégations du Nord qui n'ont pas mis de l'avant puis poussé dans leur agenda qu'il y a des mécanismes clairs qui permettent justement de réparer, en fait, cette dette historique. Merci. Merci beaucoup. C'est un très beau portrait de la situation que tu as vécue. Puis c'est toujours très paradoxal d'avoir des événements comme ça internationaux qui visent à avoir le maximum de personnes possibles qui puissent être là pour faire parler leur voix et que finalement, on se rend compte qu'on a beau être en 2024 quand tu étais là et que c'est des enjeux qui continuent de reculer parfois au lieu d'avancer, là. Donc, c'est des bons points que tu as soulignés. Merci beaucoup, Andréane. Donc, je poserai maintenant la question à toi, Julie. Toi qui as participé à un événement qui est différent quand même que de ceux des COP. Donc, j'ai bien hâte de savoir qu'est-ce que tu en as retiré, que tu te souviens quand tu penses au forum à WID. Tellement de choses, j'ai tellement pas le temps, là. Mais j'espère que vous n'êtes pas tannés. Je suis la troisième personne sur ce panel. J'espère que je vais. Comme elle a mentionné, l'événement auquel j'ai participé est assez différent. Et quand on a posé la question, quel résultat en as-tu tiré? Quand tu participes à un forum où on organise un mouvement, le mouvement féministe avec un S, le mot résultat était complexe parce qu'on n'est pas dans un cadre où il y a des résultats institutionnels attendus. On ne signe pas d'entente, on n'a pas de négociations sur des budgets, on n'est pas dans un cadre où des découlés de ce genre sont attendus, on n'est pas dans l'institutionnel. Le forum auquel j'ai participé est une plateforme afin de rassembler organisations, mouvements, mobilisation citoyenne dans un même espace. Donc, on était 4000 participants individus qui étaient présents de partout sur la planète. Et là, c'est quoi le but? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on vit ici en ce moment? Puis, ce n'était vraiment pas un espace qui était dicté par une logique de résultats institutionnels, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui en a ressorti ou ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'attente du mouvement en soi. Je pense que c'est un espace qui nous a permis de redéfinir, ça peut servir à quoi, un forum, les objectifs et les façons de faire, comment on interagit. Parce est-ce qu'il y avait des acteurs institutionnels là? Oui, mais en minorité. On parlait beaucoup plus de mobilisation locale, citoyenne, en anglais grassroots organizing. Donc, on était vraiment à ce niveau-là de militantisme. Puis, qu'est-ce qu'on veut en ressortir de ça? Il y en a eu des résultats concrets. Et là, j'ai une liste d'exemples. Il y a des organisations qui se sont permis de sortir une application pour réunir les femmes en tech qui travaillent dans le milieu de la coopération internationale. Il y a eu des lancements de campagne lors du forum. Il y a eu des documents organisationnels qui ont été produits post-forum, comme des articles dans des journaux, que ce soit des notes de brefage aussi, de rapporter ça dans nos organisations individuelles. Il y a eu, ça allait aussi concret que d'écrire des lettres
à des personnes qui défendaient les terres, qui défendaient leur microclimat, leur biodiversité et qui ont été arrêtés pour ça, emprisonnés pour ça. Et nous, on nous offrait la possibilité d'écrire des lettres à ces personnes-là pour qu'elles leur soient envoyées, pour qu'elles ressentent le peu de support. Bien, je dis le peu de support, le support nous, on peut leur fournir. Donc, c'était vraiment des actions dans le concret, on ne signait pas d'entente, on ne visait pas dans 10 ans, c'était aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire comme mouvement, comment on s'organise. Mais je pense qu'il y a quand même des découlés un petit peu plus pérennes de ce genre de forum-là. Entre autres, ben, c'est d'avoir réussi à centrer cette mobilisation citoyenne-là, ce grassroots organizing-là, dans des actions collectives globales. On en entend souvent parler, comment on fait pour faire passer le local au global. Puis c'est un type d'environnement qui permet de faire ça sans déraciner l'essence d'un mouvement qui est beaucoup plus citoyen, qui est beaucoup plus localisé. Donc ça, c'est une force d'un type de forum qui est militant à la base. Bien évidemment, il y a de la collaboration intersectionnelle. Et quand je dis intersectionnelle, on disait on avait de la difficulté dans d'autres types de forums à faire passer cette idée-là d'intersectionnalité ou la faire accepter pour le moins. Mon expérience a été complètement inverse. C'était la norme à la fois tant dans les personnes actrices de changement qui étaient là, de leur diversité de parcours, de leur diversité d'identité, de leur diversité de bagages de vie et de champs d'action, mais aussi une diversité des enjeux qu'on abordait. Et là, le mot enjeu ici peut être pris, je ne sais pas à quel point je suis à l'aise d'utiliser le mot enjeu, mais des réalités qu'on vit qui sont complexes et comment est-ce qu'on fait le nexus entre ces réalités-là. Donc, de parler, c'est une conférence qui rassemble un mouvement féministe, mais de quoi parle ce mouvement féministe-là? Ben, du climat, de l'économie, de l'utilisation de l'intelligence artificielle éthique. Le pléthora de discussions qui a eu lieu et sous les formes dans lesquelles elles ont eu lieu aussi, parce que oui, il y avait des panels, mais il y avait des activités, il y avait du storytelling, il y avait de l'expression à travers l'art, il y avait 1 million de façons d'exprimer le militantisme, de rassembler, parce qu'on a parlé un petit peu de décolonisation de la connaissance. La connaissance, ce n'est pas juste, là c'est un mauvais exemple, j'allais dire, de donner des panels, mais il y a d'autres façons de partager la connaissance. Puis je pense qu'à WID, c'était ça, c'est de véhiculer, de communiquer sur une même base, c'est qu'on était tous et toutes des humains présents qui voulaient comme interagir entre eux. Et ça, c'est probablement une des plus grandes découlées de ce type de forum-là. Puis, une chose que je considère qu'on n'a pas souvent le privilège de faire lorsqu'on fait partie d'organisations en coopération internationale, lorsqu'on fait partie de mouvements militants, c'est de prendre le temps de s'organiser. On est tout le temps dans le go, go, go. Il faut réagir, il faut être proactif. Qu'est-ce qui ne va pas? À WID, pendant 4 jours, on a pu prendre le temps de s'interroger sur comment on fait arriver le changement social. On a pris le temps de s'asseoir et de dire à quel acteur on s'adresse. Et là, je vais l'utiliser, oui, qui est notre opposition? Parce que c'est bien beau de dire qu'on veut tous la même chose. On ne va pas se leurrer non plus. Il y a des gens qui foncièrement vont s'opposer aux actions qui ressortent du forum comme à WID. Donc, qui est notre opposition? Comment notre opposition s'organise? Et là, ça, je pense que ça devient de plus en plus pertinent dans les discours politiques qu'on entend aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup de désespoir. Mon Dieu, l'extrême droite radicale qui s'installe, qu'est-ce qui se passe? Bien, c'est de réfléchir à comment est-ce qu'eux s'organisent, comment est-ce qu'eux réfléchissent pour que par la suite, on puisse interagir et ou contrer si contrer est nécessaire. Puis, je pense que ces espaces-là sont très, très rares. Puis, je pense qu'à WID, c'est probablement l'un des plus grands. Et là, je vais le répéter à chaque intervention, je ne fais pas justice à la grandeur du mouvement et du forum que j'ai vécu. C'est très rare qu'on va avoir des opportunités comme ça. Et là, je ne m'éterniserai pas sur le lien entre mouvement féministe et climat. J'ai l'impression qu'on va l'aborder de long et en large. On a déjà commencé à le faire, mais je pense que le climat est un enjeu féministe, l'économie est un enjeu féministe, la technologie est un enjeu féministe, tout est un enjeu féministe du moment qu'on comprend ce que le féminisme veut dire pour nous. Je vais m'arrêter là pour le moment. Merci, Julie. Très inspirant comme discours. C'est tous des beaux événements auxquels vous avez participé, mais je sens qu'il y avait un peu moins de déception de ton côté. C'était vraiment
très inspirant de savoir, comme tu l'as souligné, là, de passer du local au global. C'est un des premiers aspects qui est tellement important dans un forum comme tu as vécu. Puis, comme tu l'as bien souligné, l'importance qu'on va avoir besoin de faire dans les prochaines années, ça va être de s'organiser. Tu l'as mentionné, là, c'est tellement un aspect super important. Puis, tu t'en allais justement là, je vais te laisser poursuivre. Tu nous as parlé des mouvements citoyens que tu as vécu en live au forum. Mais mis à part justement ce mouvement-là plus grand, plus citoyen, au niveau vraiment, quand on regarde plus les enjeux de perte de biodiversité, les enjeux climatiques, les enjeux féministes, d'égalité des genres et tout ça, qu'est-ce que tu y vois justement comme lien? Je te laisse poursuivre sur ta belle lancée. Oui, ben là, vous parlez tellement à la mauvaise personne qui peut faire ça en 5 minutes. C'est mon dada, c'est ce sur quoi je travaille, c'est ce qui me passionne à l'extérieur du travail. Je pense pas qu'en quelques minutes, je vais pouvoir faire justice à l'ensemble des liens qu'il y a à faire entre enjeux et mouvements féministes et enjeux climatiques, enjeux de biodiversité. Donc, ce que je vais faire tout simplement, c'est d'aller un petit peu plus perspective générale et je suis certaine que pendant la période de questions ou plus tard dans nos interventions, on fera un deep dive si on a le temps. Mais je me permets d'un petit peu reformuler la question et de dire que pour moi, il est nécessaire d'avoir une perspective féministe lorsqu'on parle de climat, de protection du climat et de protection de la biodiversité pour deux raisons un petit peu plus high level, comme je disais, générales. D'abord, une perspective féministe, qu'est-ce que ça permet? Bien, ça permet de comprendre l'étendue des causes et des impacts de la crise climatique. De dire que les femmes, les personnes marginalisées sont à la fois les personnes les plus touchées par la crise climatique et à la fois les personnes les moins responsables de cette crise climatique-là. On parle et là, encore une fois, précision, une perspective féministe dans mon discours ne se limite pas à égalité homme-femme. On parle d'une perspective qui vient vraiment mettre en relief populations vulnérables et ou pays vulnérables et pays justement qui se permettent de être en position de domination dans les discussions, groupes, etc. Donc, perspective féministe veut vraiment dire, oui, les femmes, les personnes marginalisées sont les plus touchées, les pays les plus vulnérables, souvent qu'on va avoir tendance à dire de la majorité globale, donc les pays des Suds, qui vont être les principaux touchés et les moins responsables de la perspective climatique. Donc, première chose que la perspective féministe nous permet de faire comme lien avec le climat et surtout d'ancrer le réel aux solutions, parce que je pense que si on n'est pas conscient de cette vulnérabilité-là, on n'aura pas de solution qui va être adaptée à la situation de vulnérabilité. Et deuxième chose, bien, ça permet aussi de mettre en lumière des solutions, des actions qui existent déjà. Je pense qu'on est souvent dans une perspective, lorsqu'on fait face à la crise climatique, de dans quoi on investit, quel secteur on développe, qu'est-ce qu'on fait, où on investit. Il y a des solutions qui existent déjà. Il y a des actions qui ne nécessiteront pas le déblocage de si gros budgets. Puis je suis tout en faveur que la crise climatique a besoin de beaucoup plus de budget. C'est pas ça que je dis, mais de se dire qu'il y a des solutions qui existent, c'est simplement qu'elles sont invisibilisées dans le système dans lequel on évolue. On va prioriser, par exemple, les technologies vertes, le développement d'énergie propre. On va souvent être dans cette perspective-là, alors qu'il y a d'autres solutions qui existent, qui pour nous sont des alternatives, mais ailleurs, ce sont des réalités. Quand je dis ailleurs, j'inclus le globe. Là. Je veux dire, nord, sud, est, ouest, il y a des solutions qui existent que nous, on considère alternatives parce qu'elles ne rentrent pas dans nos cadres actuels, mais qui sont tout aussi valides, qui existent. Et là, je vais en mentionner quelques-unes qui ont fait partie des discussions à WID et qui font partie des discussions qu'on a actuellement. D'abord, ben, il existe des économies alternatives. Hein, l'économie circulaire, on en entend un peu parler ici. Là, je ne veux pas trop prêcher pour ma paroisse chez Oxfam, mais il y a aussi l'économie du beigne, qui est une économie qui permet d'exister entre les limites planétaires et le plancher social nécessaire. Ce sont des modèles d'économie que nous, on considère alternatifs aux nôtres, mais qui existent dans d'autres contextes. Il y a des solutions concrètes sur le terrain d'adaptation. Aussi, on parlait de mouvements citoyens. Bien, les mouvements citoyens, souvent, ce ne sont pas des mouvements qui ont un gros financement, qui sont 100 personnes, on parle peut-être de 4-5 individus qui, dans leur région, dans leur localité, se permettent d'avoir des solutions innovantes à l'adaptation climatique, que ce soit dans les digues, que ce soit dans la façon de cultiver
voyons, voyons, parce que j'ai en tête les îles du Pacifique, puis les États insulaires, justement, qui ont des façons innovantes un petit peu de gérer l'érosion, de gérer la sécheresse, les inondations de terrain, et que ces solutions-là existent, mais ne sont pas mises de l'avant. Et finalement, ben, il y a aussi le travail de soins, de valoriser l'économie des soins, qui est une économie qui inclut le secteur de la santé, le secteur de l'éducation, l'approche aidance, le travail domestique. Un peu partout sur le globe, les personnes qui sont responsables de la charge de soins vont aussi être les personnes qui sont responsables d'aller rapatrier les ressources vers la maisonnée. Avec l'érosion, la sécheresse, la pression que la crise climatique met sur les individus qui sont responsables du travail de soins, ben, ça vaut peut-être une révision de l'importance qu'on accorde à cette économie-là et de la protection qu'on en fait. L'Argentine, après la COVID, après la pandémie, s'est rendu compte de l'importance des personnes du réseau de la santé, des personnes dans l'éducation, et a créé une loi nationale de protection du cuidado, du soin. Donc, ce sont déjà des réalités qui existent, des solutions qui existent, et d'avoir une perspective féministe de ces enjeux-là, ben, ça nous permet vraiment d'en prendre conscience. C'est certain que là, je fais un petit lien avec mes collègues ici aussi, mais le lien entre climat, biodiversité et enjeux féministes, ben, il vient peut-être d'une cause commune. Et là, il y a plusieurs causes à ces enjeux-là, mais il y a peut-être un point qui nous rassemble tous. C'est une économie qui est extractive et qui profite et qui épuise les ressources humaines et les ressources planétaires. Et de là, de cet enjeu commun-là, naît les crises climatiques, naît la nécessité de défendre les personnes qui en sont les plus vulnérables, de défendre un mouvement global féministe. Puis finalement, ben, protéger les écosystèmes, c'est aussi protéger les communautés qui en dépendent, et de reconnaître le rôle des personnes qui sont centrales à ces enjeux-là. Merci. Voilà. Très intéressant. Vraiment, tu as souligné une panoplie de bons liens, justement, à faire en partant un peu plus probablement de l'égalité des genres puis de ces luttes communes-là, effectivement. Puis, un aspect que je pense qui ferait un beau lien avec toi, Andréane, c'est que tu as mentionné justement que les solutions coûteuses et technologiques qu'on parle beaucoup dans les grandes conférences comme les COP, souvent, c'est en décalage complet avec ce qui se passe sur le terrain en réalité. Donc, j'aimerais voir justement, Andréane, toi, comment tu l'as vécu, ce lien-là qui existe entre non seulement la COP climat, mais aussi le lien avec les autres crises qui souvent sont au cœur du débat, peu importe quel enjeu on choisit de traiter. Oui, merci. Donc, avant de me lancer peut-être dans ma réponse, je veux juste faire un petit peu un lien avec ce que tu viens de dire par rapport à l'économie du care, parce que ça a été un débat vraiment important à la COP 29 et un sujet qui a été vraiment poussé par les groupes féministes à la COP, où on tentait de faire adopter dans le texte sur la transition juste la reconnaissance du travail informel, du travail du care, qui est très largement le poids, donc la responsabilité des femmes. Donc, ça a été une grande déception que ce travail informel-là du care ne soit pas reconnu dans le texte de la transition juste et dans l'ensemble des textes où on avait tenté de le faire avancer. Donc, on voit qu'à ce niveau-là, il y avait vraiment une résistance là, à reconnaître ce travail invisible. Maintenant, avant de parler peut-être plus concrètement des liens femmes-climat, il est arrivé quelque chose d'assez spécial à la COP29 où, quand les premiers jours ont commencé, les négociations sur le genre et le climat, je vous dirais, étaient un petit peu comme là dans les priorités, contrairement à toutes les discussions sur le financement climatique, qui était vraiment le sujet, c'était la COP sur le financement climatique. Toutes les questions genre étaient un peu reliées, étaient un peu reléguées aux questions de seconde et troisième importance. Et plus les jours ont avancé, tout d'un coup, on a réalisé que les questions de genre, d'inclusion, de diversité devenaient un peu le cheval de bataille où plusieurs États ont utilisé les questions de genre pour vraiment tenter de faire un recul au niveau du langage, que ce soit au niveau des droits humains, que ce soit au niveau de, comme je le disais un peu plus tôt, là, toutes les questions de diversité. Donc, ça a été vraiment intéressant de voir ce renversement-là où tout d'un coup, c'est devenu au devant de la scène et que c'est devenu une préoccupation là, vraiment plus importante, même si ça a été reconnu par le président de la COP comme étant l'objectif qui scindait un peu l'ensemble des parties, en plus du financement climatique.
Donc, ça rappelle un peu comment on voyait bien toutes les imbrications entre tu sais, comment les imbrications entre un système de domination capitaliste patriarcal et comment toutes ces imbrications-là se traduisaient à travers la négociation sur les textes pour le genre. Ensuite, un peu pour faire du pouce sur ce que Julie vient de dire, c'est largement reconnu aujourd'hui qu'il y a des liens entre les changements climatiques et les impacts différenciés sur certains groupes marginalisés, les femmes. Mais plus loin encore, on a maintenant reconnu que ça avait un impact sur la violence basée sur le genre, que lorsqu'il y avait une dégradation des conditions en raison des changements climatiques. Il y avait une augmentation de la violence faite aux femmes. On a vu aussi la violence ciblée pour les femmes militantes, par exemple, défenseurs de terre, des territoires. Donc, il y a vraiment une dimension aussi au niveau de la violence basée sur le genre et le climat qui a été démontrée. Et puis, je voulais donner quelques exemples peut-être plus concrets. Donc, je disais plutôt que je travaille sur un projet qui est au niveau de la conservation de la nature. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la résilience des communautés côtières, tout dans la région de l'océan Indien, au changement climatique. Et on réalise avec ce projet, avec les groupes de féministes avec qui on travaille, sur l'importance d'inclure les femmes dans la gouvernance, par exemple, des aires marines protégées ou des ressources marines en général. Que lorsqu'on n'inclut pas les femmes dans la gouvernance des aires marines protégées notamment, mais on réalise que les bénéfices ne sont pas partagés équitablement au sein de la communauté. On réalise que c'est toujours un peu les hommes qui dominent les structures de gouvernance et qui indiquent les priorités. Ça a un impact sur, par exemple, le secteur économique qui est très en montée présentement dans la région Afrique de l'Est puis l'océan Indien, qui est l'économie bleue. Et là, on réalise que dans cette économie bleue, qui est dans le fond toute l'économie qui dépend notamment des ressources marines, que c'est majoritairement les hommes qui bénéficient de cette économie bleue et que les réglementations, les mécanismes qui sont mis en place favorisent les secteurs économiques qui sont dominés par les hommes. Donc, de permettre aux femmes d'être davantage impliquées dans les structures de gouvernance des aires marines a un impact sur les différentes politiques qui sont mises en place, sur quels secteurs sont davantage priorisés, quels secteurs reçoivent davantage d'investissements. Donc, il y a vraiment des liens très étroits entre gestion des ressources marines dans ce cas-ci, et inclusion, puis participation des femmes. Donc, je voulais juste donner cet exemple un peu précis-là pour montrer comment la gestion des ressources naturelles a vraiment, qui la gère, qui la contrôle, a vraiment un impact important sur qui en bénéficie. Merci beaucoup. Donc, un autre, je trouve que Julie et Andréane, vous avez fait vraiment des très beaux liens entre justement cet impact différencié-là qu'on voit du côté des femmes à l'intersectionnalité de l'ensemble de leur genre, puis, mais avec le climat. Donc, on dirait que j'aurais envie, mais tu as souligné aussi des éléments de biodiversité, Andréane, là, mais je sais que, voyons, 2 fois, 3, il m'en manque une. Donc, Laura, j'aimerais bien que tu nous soulignes justement des éléments de biodiversité qui font le pont également avec des enjeux climatiques, mais aussi peut-être avec des enjeux d'égalité des genres. Donc, où tu vois les liens peut-être les plus importants que tu soulignerais avec ta participation à la COP16? Oui, merci. Puis je pense que. Est-ce que. Oui, ça fonctionne. Bon. Je pense que ça a été déjà très bien illustré, là, que je pense que c'est un combat commun, vraiment, ces 3 questions-là, les enjeux féministes ou d'égalité de genre, et les questions climatiques, les questions de biodiversité, et ça a déjà été assez bien illustré, là, je trouve. Mais si on veut peut-être un petit peu plus en détail, et là, je vais commencer de manière plus sectorielle là, pour aller de plus en plus large, là. Mais si on commence pour ce qui est biodiversité, changement climatique, parfois, dans le discours populaire, des fois, quand j'entends, j'ai l'impression quasiment qu'on parle de 2 crises, là, parce que généralement, on parle de crise climatique, automatiquement, c'est l'adjectif climatique qu'on met de l'avant, et même sans s'en rendre compte, là, parfois, c'est pas nécessairement
avec une intention quelconque, là. Mais ça reste que dans les faits, quand on commence à regarder, OK, c'est quoi exactement ces mécanismes-là, c'est quoi cette crise-là, ben, on pourrait vraiment parler d'une crise. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois, là. C'est une crise, mais elle a deux facettes. Donc, elle a une facette plutôt climat, une facette plutôt biodiversité, mais ça reste que c'est une crise. Puis, si je me base sur principalement là, les travaux de l'IPBES. L'IPBES, c'est comme le GIEC, mais version biodiversité. Donc, ce sont eux qui font les rapports de quel est l'état de la biodiversité dans le monde, c'est quoi les enjeux, c'est quoi les effets sur la biodiversité, quels sont les effets aussi de la biodiversité, ben, de l'effondrement de la biodiversité sur les populations, sur les femmes, et ainsi de suite. Ben, eux, en fait, ces travaux-là, ils mettent de l'avant qu'il y a des facteurs directs et le troisième facteur principal direct sur la biodiversité et qui fait en sorte que la biodiversité s'effondre, ben, ce sont les changements climatiques. C'est quand même le troisième, là, c'est quand même très haut dans la liste là, des facteurs directs qui exercent une pression sur la biodiversité. Puis, ce que les études démontrent, c'est qu'à mesure que les changements climatiques vont s'aggraver, ben, ça se peut que les changements climatiques, ce ne soit plus la troisième cause d'effondrement de la biodiversité. Ça se peut que ça devienne la deuxième. Ça se peut que ça devienne même la première éventuellement. Puis ça, c'est vraiment problématique pour la biodiversité d'une part, mais aussi pour les changements climatiques en soi. Parce que la biodiversité, ben, après ça, elle vient conditionner notre capacité à nous adapter aux changements climatiques, à atténuer aussi les changements climatiques. Donc là, je ne sais pas si vous voyez déjà le cercle vicieux là, qui commence à se tracer. Puis, si on va plus du côté des facteurs indirects, encore une fois, je prends le vocabulaire là, de l'IPBES, ce n'est pas le mien. Quand on parle de facteurs indirects, ce sont les causes profondes, les causes systémiques de la perte de biodiversité. Et dans ces causes-là, on retrouve, entre autres, le système économique et financier dominant. Donc, ça fait le, le pont là, avec ce que Julie disait tout à l'heure. Aussi, le mode de consommation ou de surconsommation, là, dépendamment des sociétés parce que ce n'est pas dominant partout, mais dans certaines sociétés plus que d'autres. Et aussi le système de valeurs, encore une fois, dépendamment des sociétés. Puis ça, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est pas mal les mêmes causes de la crise climatique. Puis c'est aussi en partie les causes ben, je ne dirais pas de la crise, mais des enjeux d'égalité de genre ou de la condition des femmes, entre autres. Donc, si c'est pas toujours à notre avantage, là, disons, de voir ça en silo. C'est quelque chose qu'on voit déjà dans le vocabulaire qu'on utilise, là, comme j'ai dit. Mais pourtant, on pourrait utiliser d'autres mots, par exemple, comme crise à un certain point écologique ou socio-écologique aussi, pour démontrer c'est quoi les impacts que ça a sur les populations, que ça a sur les femmes, entre autres, ou l'égalité des genres. Et avec le temps, il y a beaucoup d'auteurs qui ont délaissé ces adjectifs-là parce que c'était trop vague, c'était pas assez précis. Mais là, on est rendu tellement précis qu'on vient comme effacer la complexité à un certain point de ces enjeux-là qui, il faut le dire, sont complexes. Là. On ne peut pas faire semblant que c'est seulement sectoriel et que ce n'est pas complexe. Puis, il y a un exemple qui m'avait marqué. En fait, je ne sais pas s'il y avait des gens qui étaient au lancement du baromètre climatique la semaine passée qui étaient ici, là, justement. Et il y avait une statistique qui disait que près de 80 de la population québécoise ne comprenait pas que planter des arbres, ce n'était pas suffisant pour compenser des émissions de GES. Puis c'est quand même préoccupant parce que la première solution qu'on nous propose quand on prend l'avion ou quoi que ce soit, ben, c'est de planter des arbres pour compenser nos émissions de GES. Mais ce n'est pas de même que ça marche. Puis en climat, on a peut-être un peu tendance à tomber dans des calculs mathématiques de compensation de GES, mais en biodiversité, c'est pas vrai que si on coupe 100 arbres et on en replante 120, ça va être correct. C'est un peu plus compliqué que ça. Mais parfois, en climat, on évacue cette complexité-là. Mais même si on parle seulement de climat, on n'a pas le choix de prendre en compte cette complexité-là qui est inhérente là, à la biodiversité, qui est inhérente à la nature, en fait, et à la vie sur Terre, là, tout simplement. Puis aussi, un autre exemple un peu plus lié à la COP16, c'est que je pense que c'est quand même important de souligner certaines nuances ou certaines différences aussi, un peu comme Julie l'a dit, là, entre le Nord et le Sud, dans la mesure que le Nord, avec le temps, a rivé davantage son attention sur le climat de manière générale, et le Sud a gardé une attention un peu plus sur la biodiversité. Donc ça, c'est une première différence. Et à un certain point, ça peut être logique parce que est-ce que ça marche toujours? J'ai l'impression que je crie. OK, c'est bon.
On dirait- Oui, je pense que c'est bon. Super. Excusez. Mais à un certain point, c'est logique parce que plus on est proche de l'équateur, ben, plus on abrite une grande biodiversité et plus on est près de son effondrement, plus on voit aussi que la biodiversité s'effondre puisque c'est proche de nous. Donc, c'est logique à un certain point. Et moi, personnellement, dans mes recherches, je fais beaucoup de recherches sur la gouvernance de biodiversité et je trouve ça fascinant. Quand je fais des recherches sur ce sujet-là, en français ou même en anglais, je trouve un peu d'informations, mais pas tant que ça, dans la littérature scientifique, versus si j'en fais en espagnol, et là, ça donne que c'est ma langue maternelle, donc ça m'aide, là, ça tombe juste bien. Mais quand je fais des recherches en espagnol, je trouve beaucoup plus d'informations. C'est fascinant, là. À chaque fois, je n'en reviens pas à quel point c'est une mine d'informations que je ne trouvais pas autrement. Et puis même à la COP16, il y avait des mobilisations à Cali de la part de la société civile colombienne entourant l'activité minière. En fait, c'était contre, là, je le spécifie, c'était contre l'activité minière dans le Putumayo, qui est en fait une porte d'entrée là, dans l'Amazonie andine. Et, euh, et la société civile a été mobilisée. Puis en plus, ça a donné que c'est une compagnie minière canadienne. Et là, je me disais, mon Dieu, la société civile québécoise, colombienne est au courant de ça parce que ça se passe chez eux. Ils le voient, ils sont au courant de ça. Puis je me dis, mais écoute, c'est une compagnie de chez nous et nous, on n'est pas au courant de ce qui se passe. Donc, ça m'a vraiment frappé de voir que plus on est proche, plus on va être sensible, plus on va être au courant de ce qui se passe et de toutes ces interrelations-là et des impacts aussi de ça, les effets. Puis, comme ça a déjà été dit, je ne veux pas trop répéter, donc je vais y aller assez rapidement. Mais comme ça a bien été dit là, par Andréane et Julie, ben, c'est très documenté que les impacts du déclin de la biodiversité, des changements climatiques, de cette crise commune-là, moi j'aime bien l'appeler là, comme une crise, ben, ils sont asymétriques et ça affecte davantage certaines parts de la population, les populations les plus vulnérables, comme ça a déjà été nommé, le soi-disant Sud global ou les Suds. Bon, il y a plein de façons de l'appeler, là. Euh, euh, Ensuite, les femmes, les minorités. Et c'est d'autant plus vrai pour les femmes, par exemple, du Sud global, les femmes autochtones aussi, qui se trouvent au croisement de plusieurs oppressions. Et c'est quand même 80 de la biodiversité mondiale qui se trouve en territoire autochtone. Ça, c'est énorme, là, 80 là, quand on y pense. Puis, c'est sûr que ces personnes-là vont être démesurément là, affectées. Et ça affecte de différentes façons. Ça peut affecter la santé, que ce soit via une pollution un peu plus directe, là, si on pense à la pollution d'une rivière, à la pollution de l'air. Mais ça peut aussi être le fait que des plantes médicinales ne poussent plus dans cet endroit-là. Donc, de cette façon-là aussi, ça peut avoir un effet. Ou au niveau de la sécurité, on parle quand même de gardiennes des milieux naturels. Donc, ça existe quand même les assassinats d'activistes ou de gardiens et tout ça. Puis, à ce niveau-là, je vous invite à aller lire un article d'Étienne Leblanc sur Fanny Guido, c'est ça? Fanny Guido Castro, qui est la coordinatrice générale de COICA, qui est un réseau amazonien de communautés autochtones. C'est super intéressant. Je vous invite à aller lire son portrait d'activiste et de personnes autochtones aussi. Merci, là. Oui, merci Laura. Merci beaucoup pour ces exemples vraiment très, ça nous faisait un beau portrait illustratif dans le fond de qu'est-ce que tu as vécu puis comment tu le vois dans tes différentes expériences aussi. J'ai vécu quelque chose de similaire moi aussi en Bolivie qui m'a vraiment frappé à quel point les communautés sont vraiment plus au courant que nous des enjeux de biodiversité parce que comme tu dis, ça les touche directement. Donc, très bon point souligné. Puis, comme tu l'as mentionné, non seulement il y a des causes communes, mais les conséquences des différentes crises s'accélèrent entre elles et font des boucles qui finalement deviennent des cercles vicieux qui sont très, très dangereux. Donc, c'est des très bons liens que tu as soulignés. De façon plus brève, je te demanderais en fait de quelle façon en fait ta participation, par exemple à la COP16, mais aussi tu avais participé à la COP28, pourquoi c'est important une participation citoyenne comme celle que tu as vécue? Oui, ben, je pense que la première chose, c'est ben, de représenter nos intérêts parce que nos intérêts, pas nécessairement en tant qu'individu, mais en tant que groupe, ça peut être pour représenter des jeunes, ça peut être pour représenter des femmes, une certaine minorité, ou tout simplement en tant qu'allié aussi. Là, on n'est pas obligé d'appartenir nécessairement à ce groupe-là, mais on peut très bien être allié aussi avec ces groupes.
parce que sinon, si on décide de ne pas y aller, et je pense que c'est d'autant plus d'actualité là, avec les COP, parce qu'il y a beaucoup de cynisme aussi autour des COP. Mais si on n'y va pas, moi, je me dis toujours, ben, il y a quelqu'un d'autre qui va occuper ma place et ce sera peut-être pas les mêmes intérêts que moi et c'est peut-être pas mon avantage qu'il y ait d'autres intérêts là, qui sont représentés à la place des nôtres. Sinon, une deuxième raison, je dirais, c'est vraiment le fait de connecter avec des personnes, oui, d'ailleurs, parce qu'on va dans un forum international, on rencontre plein de personnes d'ailleurs, mais aussi pour rencontrer des personnes d'ici avec qui on partage des valeurs, avec qui on partage des préoccupations. Et puis, c'est d'autant plus facile de faire ces liens-là dans des contextes comme des délégations jeunesse avec la COSI, notamment, ça a été notre cas, là, moi et Noémie, on se connaît de notre délégation jeunesse. Puis, personnellement, en fait, la COP 16, ça a été ma troisième COP. Et à chacune de mes COP, j'en ressors de là et j'en apprends sur d'autres qualités que la mienne, chose qui est tellement conscientisant, là. À chaque fois, j'apprends de nouvelles choses. Puis à un moment donné, je me dis, bon, peut-être qu'un jour, je vais arrêter. Puis à chaque fois, ça ne s'arrête pas, là. C'est pas vrai que ça va arrêter. Je pense, même si un jour, je me rends à 20 COP, là, je pense pas que ça va arrêter. Et tout cet apprentissage-là. Puis on revient aussi avec de nouveaux outils. On revient avec des alliés, on revient avec des perspectives aussi qui viennent enrichir les nôtres. Et puis je pense que ce contact humain-là, il est super important pour se remémorer qu'est-ce qu'il y a derrière les statistiques. Parce que des fois, on entend des statistiques, OK, les femmes sont plus affectées à X% sur tel sujet, ou les graphiques du GIEC, c'est quoi le monde à plus 1,5 degré ou à plus 2 degrés? Ou l'IPBES qui dit 1 million d'espèces en extinction. OK, mais c'est quoi ça concrètement? Donc, je pense que c'est vraiment bien de se rappeler que derrière tout ça, ben, ce sont des vies. Puis quand on dit des vies, euh, ou la nature, donc c'est des vies humaines, mais c'est aussi d'autres espèces. Puis parfois, on évacue un peu l'humain des fois. Et quand on dit les écosystèmes sont mis à mal, on dit ah ben c'est triste pour les écosystèmes. Ouais, ouais, mais nous aussi, on fait partie de l'écosystème. Là. On est une espèce, nous aussi. Là. On n'est pas surnaturel. Là. Donc, je pense que c'est vraiment important de se le remémorer parfois. Et ça fait du bien de voir des gens qui ont une connexion encore plus importante avec la nature ou qui ont autre chose à nous apprendre dans ce contexte-là. Et puis, une dernière chose, ben, je pense qu'une fois de retour au Québec ou là d'où on vient, là, peu importe, c'est qu'on devient des agentes par la suite et on amplifie le message. Ça, c'est important durant l'événement parce qu'on vient assurer une transparence. Dans le cas des COP, par exemple, c'est quoi qui est négocié? Ben, ça nous concerne tous et toutes. Donc, de, de, de s'informer, après ça, de pouvoir communiquer, bon, qu'est-ce qui est négocié? Est-ce que je suis d'accord avec la position de mon pays? Et si je ne suis pas d'accord, comment est-ce que je peux faire pour l'influencer idéalement? Je pense pas qu'il y a une seule réponse, une seule façon de faire là, qui est unique et parfaite, là. Mais le fait de savoir ce qui se passe, de s'intéresser à ce qui se passe, de répandre ce qui se passe et par la suite d'aller faire pression sur nos élus parce que on peut être cynique, mais nos élus ne sont pas uniquement influençables par des intérêts économiques. Avant tout, ils sont redevables à nous, à la population qui va les élire. Et je pense que c'est important de faire pression, peu importe la façon, pour faire comprendre à nos élus que des questions d'environnement, donc j'inclus climat, biodiversité, même désertification, dont on parle trop peu, et les questions aussi des qualités de genre, ben, ce sont des questions qui peuvent leur faire gagner ou perdre une élection. Merci beaucoup. J'aime toujours donner cet exemple-là, te parler que des fois, on oublie l'humain, qu'on constitue les écosystèmes en soi, mais des fois, j'ai lu beaucoup d'éléments qui disaient qu'en fait, à regarder ce qu'on mange, ça prouve à quel point on est capable de se polluer nous-mêmes, l'humain, là. Donc, c'est dire à quel point on ne réalise pas des fois que la pollution, c'est aussi en nous qu'on n'arrive pas à la voir. Alors, je passerai cette fois-ci le flambeau à Andréane aussi. Au niveau de la participation citoyenne, toi aussi que tu as vécu au COP, pourquoi, selon toi, cette participation-là, elle est si importante? En point assez succinct, malheureusement, là, on commence à être serré dans le temps, donc je te laisse la parole. Oui, parfait, merci. Donc, tu as surtout parlé de l'importance de la voix qu'on porte quand on va à la COP. Mais moi, je veux parler de ce sur quoi tu vas terminer, parce que d'aller à la COP, c'est une responsabilité. Quand on est un observateur ou une observatrice, tu ne peux pas aller à la COP comme touriste. Quand tu vas à la COP, tu as un rôle à jouer. Tu as le rôle de rapporter ce qui est dit et de rendre tes leaders redevables.
Donc, ça veut dire on est les yeux et les oreilles de la société civile. On rapporte bien au-delà des intérêts de notre propre organisation. Être à la COP, c'est un privilège. Il n'y a pas énormément de personnes qui ont la possibilité d'avoir le statut d'observateur, observatrice pour être à la COP. Ça coûte cher aller à la COP. Donc, il faut vraiment prendre cette responsabilité au sérieux. Il faut se connecter avec d'autres organisations. Il faut s'assurer de porter le message en temps direct pendant qu'on y est sur ce qui se passe dans les négociations. Dans les salles de négociation, on est extrêmement privilégié quand on a un badge d'observateur-observatrice. Dans certaines salles, les médias ne peuvent pas entrer. Il y a presque personne qui peut entrer, mais en tant qu'observateur-observatrice, membre d'une ONG ou d'une université, par exemple, tu as accès, puis tu es aux premières loges où tu vois les délégations des pays négocier entre eux. Donc, il faut rapporter. Donc, il faut parler de ce qui se passe sur la place publique, il faut parler aux médias, il faut parler. Donc, il y a vraiment une responsabilité citoyenne, d'organisation, d'intellectuels, de scientifiques qui sont présents à la COP. Pour moi, ça, c'est le message le plus important que je voulais passer. Pour nous, comme délégation canadienne, c'était aussi de s'assurer de ce qui est dit par la délégation canadienne, s'assurer qu'est-ce qu'ils vont mettre de l'avant. Il y a eu pendant la COP29 une rencontre avec toute la délégation canadienne où on parlait avec les négociateurs, négociatrices de la délégation et où on pouvait leur poser des questions, on pouvait les talonner, leur demander de s'assurer de mettre de l'avant certains enjeux. L'autre chose, brièvement, que je veux aborder, c'est toute la question des actions citoyennes, des actions directes. C'est quelque chose qui est possible dans les COP, mais qui est extrêmement réglementé. Donc, on doit déposer la description de quelle sera notre action, quels sont les objectifs de notre action. Et là, on se fait donner une heure, une date, un lieu, et voilà où sera circonscrit votre action pendant la COP. Donc, c'est un peu spécial pour quelqu'un qui vient des mouvements sociaux ou quelqu'un qui a fait de l'action directe dans sa vie, de te faire dire l'heure et la date et le lieu où tu vas pouvoir faire ton action. Et c'est très régi. Donc, tu ne peux pas mentionner de pays, par exemple. Tu peux dénoncer les génocides, mais tu ne peux pas parler d'Israël. Donc, il y a vraiment toute une réglementation et le risque d'outrepasser ces règles-là, c'est de te faire débadger. Donc, tu fais perdre ta badge et ton statut d'observateur-observatrice. Donc, c'est quand même un risque important quand tu sais que ton organisation est financée par ta participation et que ta voix est assez est importante justement pour le rôle que je disais plus tôt. Mais il y a quand même de l'espoir parce que, par exemple, à la COP29, plus les jours avançaient vers la fin, on sentait qu'on s'en allait vers une impasse. Et là, on a vraiment vu une résurgence des groupes de la société civile qui se sont mis à prendre vraiment plus de place, à la fois sur les réseaux sociaux pour dénoncer ce qui se passait, parce que beaucoup de membres des délégations avaient déjà quitté, et pour faire de la pression, justement, pour démontrer leur colère, leur indignation. Et à la fin, là, il y avait vraiment des grandes mobilisations à l'intérieur même du siège de la COP. Et juste pour terminer, les dernières COP ont eu lieu dans des pays où la liberté d'expression est quand même assez réduite, je dirais. Donc, ça a aussi un impact sur la participation citoyenne dans le cadre de la COP. L'année prochaine, au Brésil, ça va être intéressant de voir quelle va être la place, l'importance de la société civile, puis de la voix citoyenne, parce qu'on s'attend à ce qu'il y ait vraiment beaucoup plus de monde, beaucoup plus d'organisations de la société civile et qu'il y ait un plus grand espace, disons, démocratique là, pour parler des enjeux des négociations. Donc, ça va être à suivre. Mais ce n'était pas le cas en Azerbaïdjan. Merci beaucoup. Et alors, comment ça se vit, la participation citoyenne dans un endroit comme un forum qui, justement, est créé pour se faire rencontrer toutes sortes de personnes qui veulent participer? Ben oui, tout à fait. Puis juste avant de commencer avec ça, ça m'a fait penser, tu parlais des démonstrations, puis à quel point ça se devait d'être réglementé. Oxfam, souvent, on fait des interventions de la mobilisation, des stunts qu'on appelle lors des grands forums, des grandes plateformes. Puis justement, pendant les G20, pendant les G7, où on parle d'économie, tout ça, on a tendance à... On est quand même connu pour avoir les têtes géantes là, des décideurs qui bougent comme ça, là, puis qui, en tout cas... Puis c'est vrai, tout le monde a l'air surpris. Oh mon Dieu, regardez, il y a une mobilisation. Ouais, non, tout le monde est au courant. Puis on s'est fait dire quand puis où être là. Mais en tout cas, parenthèse terminée. Mais oui, je serai bref. Désolée, je ne réponds pas à la demande. La participation citoyenne dans les forums, écoute, comme tu l'as dit, je pense que de mon côté, mon expérience personnelle, c'était de vivre la participation citoyenne qui était encouragée. C'était justement
un forum qui était mobilisé, qui était là pour mobiliser l'intersectionnalité de la participation citoyenne puis de la mobilisation. Par contre, je pense que je vais plus axer ce que je veux dire sur pourquoi je pense que la participation citoyenne n'est pas en danger. Et là, envers et contre tous, parce que oui, ça fait partie de nos discussions dans l'espace public, mais de un, la participation citoyenne, c'est de centrer les voix des personnes concernées directement. On en a parlé, je ne m'étalerai pas, mais je pense que tu as mentionné 80% de la biodiversité qui est en territoire autochtone. Bien, qui doit être à la table de décision? Les personnes défendresses de leur biodiversité. Donc, la participation citoyenne, c'est ça. La COP, les COP, le climat, la biodiversité, ça affecte qui? L'économie, les G20, ça affecte qui? Le mouvement féministe, ça rallie qui? À toutes ces questions, on a la même réponse. Ça nous concerne tous, tout le monde. On est concerné par ces sujets-là. La participation citoyenne, j'ai une espèce de citation que j'aime bien dire pour faire comprendre mon message, c'est que l'économie est trop importante pour être laissée aux économistes. L'économie, elle existe pour qui? Pour nous. On se doit de prendre la parole, on se doit d'être vocal, on se doit de le faire de manière organisée, bien évidemment, d'où la pertinence de forums comme AWID, mais ça nous concerne tous et donc on doit tous faire partie de la réponse. Deuxièmement, bien évidemment, ça sert à quoi la participation citoyenne? À démocratiser les espaces de pouvoir, les espaces de décision, les espaces de discussion dans un contexte mondial où en ce moment, on le ressent, hein, que la démocratie s'érode tranquillement. On ressent que les gens commencent à avoir une hargne, une frustration contre un système qui ne fonctionne plus pour eux. Pour certaines personnes, ça se transforme en mobilisation citoyenne. Pour d'autres, ça se transforme en vote pour l'extrême droite parce qu'il y a une frustration que le système qui était là avant ne les écoute plus. Dans tous les cas, les gens se mobilisent. À moins que les décideurs ou les grands forums disent vouloir se distancer d'une gouvernance mondiale qui est inclusive, ce qui m'étonnerait bien gros, mais la participation citoyenne va toujours avoir une raison d'exister. Très bon point. Oui. Merci. Puis justement, dans une ère de désinformation, de malinformation qu'on vit, c'est encore plus important de se parler entre personnes aussi qui savons c'est quoi ces réalités-là, qui sont vécues, puis qui pouvons témoigner de ce qui est vécu pour vrai et pas seulement sur les réseaux sociaux à travers de la désinformation. Merci beaucoup pour tout ça. Donc, j'aurais une dernière petite question pour vous trois, là, pour clore notre panel. Et c'est à savoir, en fait, vous, dans le fond, sur votre plan personnel et professionnel, qu'est-ce que ça vous a apporté de vivre une participation comme ça dans un événement comme les COP et comme un forum comme AWID? Qu'est-ce que ça fait comme humain de participer à ça? Puis, qu'est-ce que vous allez rechercher à travers ça? Je commencerai par toi, Julie. Oui, bien encore une fois, je vais peut-être me distinguer un petit peu d'autres forums ou de plateformes, puisque AWID mettait de l'avant cette idée qu'on est là, oui, pour apprendre, pour collaborer, pour s'organiser, mais on est surtout là pour ressentir, pour se connecter, pour vivre des émotions ensemble, parce que ce qui se passe sur la planète, ça nous affecte tous, puis on n'est pas là pour ignorer ce qui se passe. Des gens, peu importe, on avait des gens qui nous provenaient directement de la Palestine et qui étaient là pour nous parler que leur famille avait été déplacée. On avait des gens des organisations pour les personnes trans en Afrique de l'Ouest qui étaient là pour nous dire que leur budget avait été coupé, avait été réduit à 5% du budget initial. On avait des organisations ou des mouvements mobilisateurs d'îles du Pacifique qui étaient là pour nous dire on n'a plus accès aux seules ressources qu'on a, dans le fond, à nos ressources premières, que ce soit la pêcherie, que ce soit le maintien de notre biodiversité, pour simplement survivre. On devient dépendant. Notre île va se faire inonder. On ressentait l'émotion. On était là. Fait que je pense que le forum est un peu différent pour ça. Au niveau professionnel, concrètement, ben, c'est certain que, comme je vous ai dit un petit peu au début, là, je travaille vraiment souvent sur le nexus entre justice climatique, justice de genre, climat, travail de soins. Je pense que c'est une chose d'écrire des notes de brefage, c'est une chose d'aller cogner aux portes des décideurs, mais c'en est une autre d'entendre, de voir, de ressentir des choses que dans mon quotidien, moi, derrière mon ordinateur, je ne ressentirais peut-être pas, je ne vis pas parce que ce n'est pas mon contexte. C'est certain que ça a amené plusieurs belles collaborations. Comme on dit, on parle beaucoup de, tu sais, par exemple, un mouvement ici, une organisation ici, un mouvement au Myanmar pour parler du génocide qui se produit en ce moment au Myanmar, mais on parle aussi de connexions, collaborations qui se sont faites au Canada avec des organisations, soit qui s'allient avec ou sont des organisations autochtones. L'économie extractiviste existe aussi ici au Canada avec des territoires qui sont
pillés par le gouvernement actuel ou les gouvernements passés. Donc, des belles collaborations ici, ouvrir le spectre des solutions possibles aussi. Hein. Je pense qu'on a vraiment une façon de travailler en fonction des conditions, des bailleurs de fonds, à quelles conditions je dois rester, comment, quand on parle à des mouvements, de voir ce qui se passe réellement, les réalités diverses, bien, ça nous permet d'ouvrir un petit peu nos horizons sur le type de solution qu'on peut proposer, comment on peut être plus courageux en tant qu'organisation au Nord. Comprendre les stratégies de plaidoyer aussi. Hein, on en a beaucoup à apprendre des organisations justement qui ont peut-être des contraintes différentes. Et le plus grand takeaway, si je peux dire, de ce forum-là, c'est de me questionner, moi, de questionner le rôle des organisations en coopération, en solidarité internationale, en tant qu'organisation qui est au Nord. Est-ce qu'on contribue ou est-ce qu'on perpétue le problème? Puis comment est-ce qu'on travaille? D'avoir ce type de réflexion-là, je pense que ça venait directement là, des personnes avec qui je travaillais. Puis une dernière chose, puis je me dépêche parce que je ne te vois prendre ton micro, c'est que, comme je l'ai dit, c'est vraiment personnel. Ça a été émotif comme conférence, puis je tiens à le souligner. Je pense qu'on entend souvent l'espoir, c'est une forme de résistance. Avoir le courage de déranger le statu quo, c'est la seule façon de faire arriver le changement. Je pense que c'est souvent des mots qui nous passent un petit peu par-dessus la tête, puis qu'on dit ah bon, les nuages, wouhou. Non. Comme quand de passer une semaine à ressentir ce que ça veut dire, c'est pas des individus qui venaient me voir et qui me disaient l'espoir, c'est une façon de résister. C'est des gens qui, par leurs agissements, leurs conversations puis leur dévotion, me montraient que oui, avoir un peu d'espoir là, dans ces temps où tout est en train de. C'est peut-être notre façon à nous de s'organiser puis de résister. Très bon discours d'espoir, justement. Merci. Ben, à toi, Andréane, comment tu as vécu aussi au plan personnel et professionnel cette aventure-là? Au plan personnel, donc je vais en parler à 3 niveaux, donc à la féministe, à la militante, puis à la politologue. Donc, la féministe, ça a été exceptionnel. D'abord, la chose que j'ai peut-être que ceux qui n'ont jamais participé à une COP ne savent peut-être pas, c'est que quand on participe à une COP, on fait partie d'une circonscription. Ça peut être soit on est affilié aux organisations environnementales, soit on est affilié aux organisations universitaires, soit on est affilié aux syndicats. Donc, il y a des groupes comme ça, il y a les jeunes et il y a les femmes, femmes genre. Donc, c'est le groupe, la circonscription femmes genre. Et moi, c'est celle que j'ai investie et ça a été des rencontres humaines exceptionnelles avec des groupes féministes, notamment du Sud, que je ne connaissais pas, qui sont à l'intersection entre les groupes féministes, les groupes environnementaux. Donc, à ce niveau-là, ça a été extrêmement riche d'ouvrir un peu plus mon cercle et mes alliances, je dirais, féministes. Au niveau militante, pour une ancienne militante du mouvement étudiant, je ne m'attendais pas à retrouver à la COP cette énergie militante-là. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment exceptionnel. Parce que là, j'ai parlé des négociations, là, qui est l'aspect formel dont on entend le plus parler, peut-être qui est le plus visible dans les médias. Mais la COP, c'est aussi une série d'événements informels, parallèles, menés par les organisations de la société civile. Donc, il y a tout un espace extrêmement riche à ce niveau-là aussi. Donc, ça m'a amené beaucoup de questions sur ma positionnalité, ma position d'allié dans toutes ces luttes-là. Donc, ça a été vraiment super riche. Et la politologue, bien, d'assister de près à des négociations entre partis, entre États, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel de voir cette diplomatie en action. Donc, ça aussi, ça a été quelque chose qui m'a beaucoup apporté, je dirais. Et au niveau professionnel, rapidement, je parlais tantôt du privilège d'être là. Tu as accès à tous les leaders, tu as accès à nos ministres en environnement qui ont très envie de vous rencontrer, la société civile canadienne, les jeunes, bon. Donc, il y a un accès extrêmement privilégié qui permet de faire du plaidoyer, qui permet d'influencer, en fait, nos leaders. Donc, ça, c'est un aspect au niveau professionnel qui est vraiment intéressant pour nos organisations et tout ça. Mais il y a aussi pour nous, Mission Inclusion, qui est une organisation qui travaille surtout au niveau de la justice sociale, puis au niveau de la solidarité internationale, de se retrouver avec tous les acteurs en environnement, conservation de la nature, canadiens, québécois. Ça a été extrêmement enrichissant aussi de mieux comprendre les enjeux, les luttes de ces organisations à travers le réseau Action Climat, qui fait un travail exceptionnel durant les COP de rassembler la société civile canadienne et québécoise. Donc, ça a été aussi je dirais, là, un apport super important au niveau personnel et professionnel de joindre ces réseaux d'organisations.
Mais merci. Puis tu l'as mentionné à quel point c'est paradoxal, justement, qu'on ait parfois plus accès à nos ministres puis aux décideurs de notre pays en participant à ces événements-là. Mais justement, c'est une particularité peut-être du Canada, à savoir si ailleurs dans le monde, c'est aussi comme ça, parce que c'est pas toujours le cas. Mais c'est un bon point aussi que tu as souligné. Donc, je termine avec toi, Laura, aussi de façon brève, malheureusement, mais à savoir comment tu as vécu ça sur les plans personnels et professionnels. Oui, ben, je me permets de prendre en compte la COP 16, qui est la dernière de cet automne, mais aussi, veux pas, la COP 28 aussi, que ça fait à peine 1 an et 2 mois. Là. Ça fait pas si longtemps quand même, mais c'était aussi dans le cadre d'une délégation jeunesse là, de la COSI comme à WIT. Donc, je pense que sur le plan professionnel, ce que ces deux expériences-là m'ont apporté, personnellement, ce que ça m'a fait, c'est vraiment de me mobiliser. Parce que quand on va dans des événements comme ça, du moins pour les COP, ah ouais, c'est peut-être un peu différent. Ben, en fait, oui, oui et non, mais on vit plein d'émotions, le fun, positives, mais aussi des émotions, en fait, qui nous confrontent. Là. On est confronté à d'autres réalités, c'est très émotif, là, comme ça a déjà été dit. Donc, je pense que moi, ça m'a apporté le fait de me dire, OK, là, je vis ces émotions-là où je suis confrontée à tout ça. Qu'est-ce que je fais avec ça? Et c'est le fait de choisir ou d'essayer le plus possible de transformer ces émotions-là ou cette impuissance-là en moteur d'action. Et donc, moi, je dirais que c'est vraiment ça que ça fait. Ça m'a mobilisée. Puis, à un certain point, moi, ça a conditionné mon choix de programme d'études à la maîtrise après ça, par exemple, là, que je poursuis depuis 1 an et demi. Et sinon, ben, après ça, même sur le plan professionnel, dans tout ce qui est soit recherche, soit analyse, ben, je me concentre vraiment en gouvernance de biodiversité et j'essaye vraiment le plus possible de mettre un accent qui est inclusif, qui va voir, OK, mais qu'est-ce qui se passe aussi pour des populations? Et c'est l'espagnol, j'ai mélangé 2 mots ensemble, ça ne marchait pas du tout. Avec des populations plus vulnérables. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Puis je pense qu'à un certain point, ça m'a aussi amené à mettre des compétences qu'on développe avec le temps, là, évidemment, de manière bénévole à profit de ces causes-là. Puis je prends un exemple avec la délégation jeunesse de la COSI à la COP 28, par exemple. Ben, moi, j'avais suivi certaines formations, là, si on peut dire, en journalisme, mais j'avais envie de mettre ça à profit pour la délégation. Donc là, on a passé en entrevue des ministres, entre autres. Puis c'était vraiment comme ma façon, ben, notre façon de divulguer après ça au Québec. Bon, qu'est-ce qui se passe à la COP 28? Donc là, on divulguait ça dans les réseaux sociaux et tout ça. Donc, on le fait même de manière bénévole, tout simplement parce que ça nous tient à cœur là, à un certain point. Aussi, je pense, l'année dernière, au Jeu de la science politique, qui est une compétition là, interuniversitaire, j'étais co-coordinatrice et ça me tenait vraiment à cœur de mettre une épreuve, en fait, qui soit axée sur la coopération et la solidarité internationale, parce qu'il n'y en avait pas avant. Puis je me disais, là, c'est pour former des politologues, ça n'a pas de bon sens qu'il n'y ait pas quelque chose, une notion de solidarité, de coopération internationale. Et donc, ça aussi, ça me tenait à cœur. Je pense que ça a été influencé par ce type d'expérience-là. Puis sinon, sur le plan un peu plus, encore plus personnel, disons, ben, je pense vraiment que c'est la qualité des liens, des amitiés qui sont formés à travers ces forums-là, pendant et après aussi, même avant, là, pendant qu'on se prépare vers ces forums-là, parce qu'on rencontre des personnes avec qui on a des passions communes, des préoccupations communes et finalement, en fin de compte, des projets aussi là, qu'on développe. Puis je pense qu'il y a de belles complémentarités aussi parce qu'on a des intérêts communs, mais on a aussi des spécialisations ou différents backgrounds, là, différentes expériences. Puis ça, c'est super riche. Merci, Laura. Puis je vois qu'on a des jeunes là, dans la salle. Tu es, un bon exemple qui prouve qu'on n'est jamais trop jeune pour commencer à se mobiliser dans ces luttes-là. Puis justement, plus on se mobilise tôt, je pense, plus ensuite on est investi, puis on sait où on s'en va, puis on vieillit avec cette mentalité-là qu'il y a quelque chose qu'on peut transformer dans nos sociétés. Donc, tu es un bel exemple inspirant de ça. Merci beaucoup pour ton témoignage. Donc, on va être rendu à notre très courte période de questions. Donc, on était supposé d'avoir 30 minutes à la base. On est tombé à 10, si je ne me trompe pas. Donc, pour les personnes qui sont en ligne aussi, là, il y a possibilité de poser des questions dans le clavardage. N'hésitez pas, on a des personnes qui vont pouvoir les dire à voix haute pour vous. Et dans la salle, ben, vous êtes invités aussi à poser des questions. Je vais commencer par ici. On a un micro qui s'en vient. Je travaillais pour la sous-région de l'Afrique centrale. En fait, je travaillais pour la Commission de forêt d'Afrique centrale. Je suis juriste en charge des développements communautaires. Je me suis spécialisée vers
et développement communautaire. Mais aujourd'hui, je représente une organisation de femmes du Congo, de la République démocratique du Congo. Alors, moi, j'avais juste en fait, quelques préoccupations. La première préoccupation, c'est par rapport aux objectifs. En fait, je réfléchissais sur l'opportunité de différentes COP. Parce qu'aujourd'hui, parmi les priorités des COP, c'est mobiliser les pays vers l'engagement vers une contribution plus déterminée pour lutter contre les effets du changement climatique. Et on observe aujourd'hui qu'aucun pays, en fait, pas dire aucun pays, mais les efforts ou les engagements de pays pour lutter contre les effets du changement climatique sont moindres. Il n'y a pas des engagements qui sont concrets. Les COP n'aboutissent pas à des engagements très, très concrets à l'égard des pays pour diminuer la pollution ou l'émission des gaz à effet de serre, la mobilisation de financement, par exemple. Parlons de mobilisation de financement qui sont des grands enjeux. Les mobilisations de financement sont faibles. Un autre, c'est les mécanismes. Les pays en voie de développement ne cessent de crier très haut l'effet que le mécanisme d'accès au Fonds mondial pour l'environnement soit difficile. On a toujours les mêmes préoccupations, on a toujours les mêmes questions et on aboutit toujours au même résultat. Est-ce que c'est opportun de continuer à aller vers les discussions des différentes COP? Ça, c'est ma première préoccupation. Ma deuxième préoccupation, c'est que les protocoles, vous aviez parlé du partage juste et équitable aux accès par rapport au partage de ressources naturelles et savoirs traditionnels. Les protocoles de Nagoya existent déjà. Quelle est la valeur ajoutée au fait à la COP 16 par rapport à la thématique? Et enfin, Madame a parlé, celle qui a assisté à la COP 29, si je ne me trompe pas, elle a parlé d'un programme qui existerait, qu'elle dirige, un projet pour l'accès du genre de façon équitable. Est-ce qu'il y a des objectifs qui sont concrets? Parce qu'on déplore, on essaie de crier chaque jour que la participation féminine est faible. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir sur les actions? Dans le cas de votre programme, est-ce qu'il y a des objectifs, des indicateurs et des actions qui sont très précises, qui démontrent quand même votre contribution à cet effet? Merci. Merci beaucoup. Je pense que, j'aurais tendance à dire Andréane et Laura, peut-être vous aviez une petite question. Si Julie aussi, tu veux compléter, là, il n'y a pas de problème, mais laquelle d'entre vous voudrait commencer? Donc, peut-être pour commencer par rapport au mécanisme là, de partage des avantages, parce qu'effectivement, le protocole de Nagoya existe déjà et adresse ça, mais ça reste que le protocole de Nagoya, ça reste que c'est quand même des lignes directrices, puis après ça, comment est-ce qu'on vient c'est quoi ce mot? Opérationnaliser, j'ai toujours de la difficulté avec ça. Après ça, il y a des décisions de COP qui sont prises et là, les parties ont pris la décision de mettre en place un mécanisme. C'est pas pour avoir accès aux composantes de la biodiversité. Moi, j'ai beaucoup de composantes de biodiversité parce que dans les textes des Nations unies de la Convention, il est écrit ressources génétiques. Mais bon, on voit déjà la normativité quand on parle de la biodiversité comme une ressource, là, mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais c'est vraiment au niveau des avantages qu'on peut tirer de ces composantes-là. Les modalités ne sont pas encore définies. Mais ça reste qu'on se dit, il faut définir les modalités. Donc, on va mettre en place un mécanisme. Les modalités n'ont pas été définies à la COP 16. C'est juste qu'on a créé un véhicule à l'intérieur de la COP, donc sous la Convention de biodiversité. Puis, normalement, à la COP 17, il va falloir poursuivre cette négociation-là. Mais quand je disais que c'est un pas dans la bonne direction, c'est parce que les discussions qui vont s'en suivre, et là, je dis ça sous toute réserve parce que ça se peut que les pays, finalement, ils décident que c'est pas ça qui se passe, mais du moins, à la COP 16, ce qu'on discutait, c'est que des pays du Nord ou des entreprises, par exemple, va falloir que quand ils développent, par exemple, des produits pharmaceutiques grâce à des ressources génétiques, là, grâce à la biodiversité, il va falloir qu'ils versent une compensation monétaire aux populations là, en question, d'où on a extrait la biodiversité.
C'est pas parfait, là, clairement. Là. Il y aurait d'autres moyens de compenser que seulement monétaire. Mais pour l'instant, ils ont parlé de l'aspect monétaire. C'est pas parfait, mais c'est quand même un début dans le sens qu'en ce moment, ils compensent avec 0 $. Donc là, au moins, ils vont compenser avec quelque chose. Tout ça, c'est en négociation. Puis c'est pour ça qu'ils ont mis en place le mécanisme pour poursuivre cette discussion-là. J'ai pas plus de détails vu que là, ça va être en négociation, là, mais pour l'instant, c'est vers là que ça s'en allait. Puis j'ai hâte de voir là, la COP17, c'est quoi que ça va donner là, plus concrètement. Puis j'espère qu'ils vont se pencher sur les avantages, oui, monétaires, mais autres que ça, parce qu'il y a des valeurs aussi culturelles, spirituelles qui sont rattachées à la biodiversité. Et ça, je ne sais pas comment ils comptent le compenser. On s'entend que la solution, ce serait peut-être d'arrêter de piller la biodiversité des autres. Là. Ce serait peut-être ça la solution, mais bon, en ce moment, le mécanisme, il a été mis en place. Et sinon, l'autre question, ben, je te laisserai peut-être, puis quitte à ce que je serai. Merci. C'était vraiment toutes des questions super pertinentes. J'en ai compris 3. Je vais essayer de répondre brièvement aux 3. Le premier, c'est l'accès au financement. Il y avait énormément de plaidoyers qui étaient faits par les pays EOSIS, qui sont les petits pays insulaires, mais également pour beaucoup des pays africains qui étaient rassemblés entre eux, représentés par le Zimbabwe, sur l'accès à des mécanismes de financement, pas en prêt, en subvention, pour des organisations grassroots, pour la communauté, pour des projets au niveau de l'adaptation au changement climatique, par exemple. Donc, il y avait vraiment beaucoup de plaidoyers qui étaient faits à ce niveau-là, comme quoi les mécanismes actuels ne permettent pas aux communautés d'accéder, ne permettent pas aux petites organisations d'accéder. Donc, il y a eu beaucoup de plaidoyers en ce sens. Il y avait aussi des demandes pour qu'il y ait du financement spécifique pour l'égalité des genres. Ça n'a pas été, ça l'a mené à rien, en fait. Donc, il n'y a pas eu de soutien, notamment des pays du Nord à ces demandes-là. Donc, je dirais que c'est assez décevant ce qui est ressorti de la COP29 au niveau d'augmenter l'accès au financement. La deuxième question, c'est la question, je pense, qu'on se pose en permanence quand on participe à un événement comme la COP. Pourquoi la COP? Est-ce que ça vaut la peine d'être ici? Le coût environnemental, monétaire des COP, est-ce que ça mène vraiment? Puis ma réponse, c'est quoi l'alternative? Si on n'a plus ces espaces, il n'y a aucun espace de dialogue où on peut essayer de rendre les États redevables sur la place publique ou du moins publiquement. Il n'y a pas d'autres espaces où on permet d'asseoir ensemble justement l'Irak, la Chine, la Russie, les États-Unis, les pays insulaires. Donc, à défaut de meilleurs systèmes, moi, je pense qu'on doit continuer ces dialogues. On l'a vu, le retrait de certains États est quand même un retrait du multilatéralisme, un retrait du dialogue. Donc, à défaut de meilleures plateformes, pour moi, il faut continuer à les investir, il faut continuer à être présent. Tant que ça va avoir lieu, il faut que la société civile s'y intéresse et soit présente. Donc, pour le moment, c'est ma position, ça va peut-être évoluer. Et le dernier point, oui, donc le projet dont je parlais pour lequel je travaille, c'est un projet qui est financé par Affaires mondiales Canada, qui a des indicateurs très précis au niveau de l'avancement, par exemple, des structures de gouvernance inclusive, comme je disais plutôt sur les aires marines protégées. Il y a des indicateurs vraiment précis sur par exemple, l'autonomisation économique des femmes dans le secteur de l'économie bleue, etc. Donc, c'est des projets, c'est une goutte d'eau, mais c'est des projets qui, en effet, ont des indicateurs et des impacts vraiment précis. Là. Puis, on pourra s'en reparler après si vous voulez en savoir davantage. Là. Oui, vas-y. Mini. Je vais être l'optimiste du groupe encore une fois, mais ben, pas que vous n'avez pas été optimiste, c'est pas ça que je voulais dire. Mais j'allais juste dire aussi qu'on peut parler de ce qui fonctionne mal avec les COP, ce qui fonctionne mal avec le G20, ce qui fonctionne mal avec ce type de forum-là. Par contre, je pense qu'une chose qui est importante à souligner, c'est sûr que c'est au ralenti. Ça fait des décennies que des organisations comme les nôtres, comme poussent pour un plaidoyer actif sur la responsabilité historique et l'ensemble de ces enjeux. Actuellement, la COP a centralisé justement cette notion-là de réparation, de responsabilité historique, de responsabilité des pays du Nord. Le centre de la conversation était aussi autour du fonds pertes et dommages. Tranquillement, on voit un narratif qui est en train de changer dans les plateformes où on remet cette responsabilité. On ne parle plus de la crise climatique à égalité. On n'est plus dans ce narratif-là et je me penche aussi vers le G20 qui, je sais, n'est pas pertinent
aujourd'hui. Mais le G20, qu'est-ce qui était central aux discussions? Faire payer les plus riches une taxation juste, faire payer les plus riches pour que ces fonds-là soient rapatriés à la responsabilité historique des pays. On est dans un changement de narratif qu'il ne faut pas sous-estimer, j'ai l'impression. Merci. On prendrait peut-être une question à distance. Je ne sais pas qui va. Oui, c'est moi qui Oui, vais la lire. vas-y. Donc, une question de Vincent Oligny-Fillon. Existe-t-il des mécanismes de justice et d'équité économique pour favoriser la participation des pays du Sud global au COP? Ouais, je sais pas si. Ben, c'est ça, ça répète un peu ce que je tentais de dire, mais oui, tout à fait. Je veux dire, ben, est-ce qu'ils existent? Ils sont discutés. Je pense que c'est jusque-là qu'on peut se rendre actuellement. Mais oui, puis je pense que la discussion qui tourne beaucoup autour d'arrêter de donner des, des prêts et de donner des subventions, d'arrêter de parler d'adaptation et de continuer l'endettement des pays les plus vulnérables. Je pense que c'est à ça aussi qu'on fait référence. Mais je pense que justement, je pense qu'on est plus, et là je vais parler pour moi, au niveau narratif qu'au niveau mécanisme. C'est certain que là, je peux laisser les personnes qui ont participé à la COP un peu élaborer sur ce qui a été discuté. Mais tranquillement, je pense qu'il y a aussi des associations régionales qui commencent à prendre un peu plus de place dans les discussions, qui mettent, et là, on sort un petit peu de la coopération nord-sud ou de la solidarité nord-sud pour aller vers de la solidarité sud-sud. Et ça, je pense qu'on est en train de le remarquer beaucoup dans les espaces comme la COP. Mais Ben, j'ajouterais simplement à ça que dans les discussions aux tables de négociation pour la COP29, il y a beaucoup de pays du Sud qui demandaient qu'on respecte l'accord de Paris, notamment les engagements des pays dits développés de fournir une assistance adéquate aux pays du Sud. Donc, c'était vraiment un des chevals de bataille qui était poussé par les pays rassemblés sous les pays, comme je disais tantôt, l'idée par le Zimbabwe notamment, puis les petits pays États insulaires, de vraiment revenir vers les accords de Paris, puisque l'engagement qui avait été pris. Mais malheureusement, ça l'a pas, ça l'a pas donné raison. Peut-être juste un très, très court ajout. Pour la COP16, c'est ça, il n'y a pas eu d'entente sur le financement, mais par contre, je pense que j'ai oublié de le mentionner, mais vu que la COP16, on a perdu le quorum, en fait, la COP16 ne s'est pas officiellement terminée. Elle va poursuivre dans une COP16 partie 2 parce que le financement, ben, il est en suspens, puis on a un cadre mondial là, à mettre en œuvre d'ici 2030. Là, ça arrive déjà dans 5 ans. Donc, il y a une COP16 partie 2 qui commence le 25 février, donc déjà dans 3 semaines, et qui se termine en théorie le 27 février. Ça va se passer à Rome. Donc, je vous invite à être attentif, pas à Rome, là, mais à distance, là, parce qu'il va y avoir des développements, j'espère, sur le point là, du financement. Oui, on a une question ici. est-ce que vous m'entendez? Maintenant, vous m'entendez? Ah, parle plus fort. Non, d'accord. Tout d'abord, je voulais remercier les panélistes et la modératrice. C'est super intéressant comme panel. J'ai vraiment, vraiment apprécié. Mais aussi, je voulais poser une question. Il a été mentionné un certain recul, une certaine hésitation au niveau des discussions autour de l'intersectionnalité. Et moi, j'aimerais savoir, surtout au niveau des conversations qui ont eu lieu dans les COP, s'il y a eu une prise en compte d'intersectionnalité autour des personnes en situation de handicap qui peuvent être affectées de façon disproportionnée par les changements climatiques. Par exemple, on sait que les personnes en situation de handicap vont être 4 fois plus de chances d'être susceptibles de mourir dans une crise, un cas de catastrophe climatique. Bon, je sais que cette conversation a eu lieu, cette conversation d'intersectionnalité entre situation de handicap, climat et genre, par exemple, ont eu lieu à WID parce que j'ai eu la chance de participer avec, avec Julie, mais j'aimerais vraiment savoir si c'est une conversation Est-ce qu'il y avait un plaidoyer qui était porté? Est-ce que dans ces groupes-là, est-ce que c'était quelque chose qu'on entendait, en fait? Merci. La réponse va être courte et plate. Très peu. Très, très peu. Je dirais que les ambitions ont commencé ici, au niveau de l'intersectionnalité, pardon. Et ça a été nommé dans, je dirais, les premiers jours. Et plus on a avancé,
la réaction était tellement, comme je le disais plutôt, violente là, sur les questions de diversité et inclusion, que rapidement, tout a été coupé du texte, en fait. C'était vraiment absurde de voir, tout était en braquettes. Ce qui est en braquettes, c'est ce qui n'est pas accepté dans le texte et tout était en braquettes. Donc, il n'y a pas eu de discussion euh, pertinente et profonde sur ces questions. Du côté de la COP biodiversité, même chose, là, à moins que peut-être que moi, je n'étais pas dans la salle là, quand c'est arrivé, mais moi, à ma connaissance, non plus, ça n'a pas été abordé dans des textes. Et c'est sûr que peut-être que ça va arriver plus tard. Je dis ça dans le sens que la COP biodiversité a lieu aux 2 ans plutôt qu'à chaque année. Donc, je ne vais pas dire qu'il y a un retard, mais c'est sûr qu'il y a un décalage parce qu'il n'y a pas ces discussions-là à chaque année. Donc, ça se peut que les choses aillent un peu plus lentement. Mais en même temps, ça a quand même certains avantages parce que si on voit déjà certaines erreurs, disons, en climat qu'on essaie de ne pas répéter. Là, donc, ça a ses inconvénients et ses avantages. Mais à ma connaissance, non, ça n'a pas été abordé là, plus que ça à la COP de biodiversité. On avait une autre question en ligne. Oui. Oui. Merci infiniment pour ces interventions très intéressantes. Je suis Ishraq Clay de Tunisie. J'aimerais savoir quelle est la place du droit de la nature au Canada. La participation citoyenne joue-t-elle un rôle dans la défense des droits de la nature et la conservation de l'environnement en dépassant une vision égocentrique de l'humain? Je peux y aller. Je ne suis pas juriste. Je le dis en partant. Mais pour de vrai, hors blague, j'aimerais vraiment. Est-ce qu'il y a quelqu'un de l'OIDN dans la salle? Parce que la personne serait extrêmement bien placée pour parler, là, je pense. C'est l'Observatoire international des droits de la nature. Comme je vous dis, je ne suis pas juriste, mais je ne sais pas dans la loi là, à quoi ça ressemble là, au Canada. Mais par contre, je sais qu'il y a eu pas certains épisodes, mais certaines reconnaissances, là, par exemple des rivières qui se sont vues attribuer des droits, par exemple, le droit de couler librement, le droit d'exister, le droit, je ne sais pas comment c'est formulé, peut-être que je le dis vraiment pas bien, mais je sais qu'il y a eu certains cas comme ça avec des rivières ou des milieux naturels. Et là, je dis ça au Canada, au Québec, mais il y en a eu ailleurs dans le monde. Là. Et en Amérique du Sud, je sais qu'il y en a eu aussi, puis je ne connais pas tous les cas, là, probablement qu'il y en a ailleurs dans le monde. Mais en tout cas, du moins, dans mon expérience, dans les dernières années, j'en ai entendu plus parler qu'avant. Fait que j'ai l'impression que c'est peut-être un terrain, en fait, peut-être que ça va gagner plus de terrain là, dans les prochaines, pas nécessairement juste les COP, là, mais même sur le plan national au Canada, au Québec, en tout cas, je le souhaite. Là. Parce que, comme on a dit tout à l'heure, des fois, on a l'impression d'avoir l'humain. Comme il y a des droits extra, plus, mais bon, en même temps, on fait partie de la nature. Pourquoi le reste de la nature, pourquoi le reste des écosystèmes n'auraient pas des droits aussi? Et donc, je pense que j'ai l'impression que ça va gagner du terrain dans les prochaines années. Mais j'ajouterais peut-être à ta réponse, excuse, très, très brièvement, là, que c'est une revendication justement des pays des Suds, parfois là, pour avoir été très à l'écoute là, des revendications boliviennes, entre autres. Là, c'est un élément là, dans le fameux article 6 de l'accord de Paris, là, qui est l'article, dans le fond, sur l'intégration de marché du carbone un peu partout de façon internationale. C'est un aspect qui doit être pris en compte parce que justement, on veut éviter cette marchandisation-là de la nature. Donc, c'est des aspects qui sont vraiment pris en compte. Je te laisse. En fait, tu as vraiment commencé sur ce que j'allais dire. Tout simplement, c'est de dire qu'en Amérique du Sud, il y a plusieurs pays, dont la Bolivie, dont l'Équateur, que le droit à l'environnement fait partie intégrale de la Constitution. L'environnement est autant protégé que l'être humain. Donc, il y a un précédent légal, ça, c'est certain. Au Canada, encore une fois, je ne suis pas juriste non plus, je ne m'y connais pas autant, mais il y a eu, et là, si quelqu'un peut me rafraîchir la mémoire, mais il me semble dans l'actualité, un regroupement jeunesse, justement, qui a réussi à avoir un précédent juridique sur le droit à un environnement décent. Est-ce que c'était ça oui, c'est ça. Puis, en tout cas, donc, il y a quand même des précédents qui tranquillement se créent là, également. En fait, je dis au Canada. Oui, c'est au Canada. Au Québec ou au Canada? Au Canada. En tout cas, à la maison. La nature, justement. Oh, pardon, merci. Non, je voulais pas vous couper là, mais je voulais juste mentionner qu'effectivement, au Canada, il y a une rivière qui a obtenu la personnalité juridique, c'est la rivière Magpie. Et donc, c'est le cas principal au Canada. On travaille fort pour le fleuve Saint-Laurent. Et effectivement,
les pays leaders dans le mouvement, c'est les pays du Sud, de l'Amérique du Sud en tout cas, avec notamment la Bolivie, qui était un acteur fort à la COP 16 pour défendre les droits de la nature, et puis évidemment la Colombie qui est aussi très représentée dans le mouvement. Voilà, je voulais juste mentionner ça. Si. Fait que c'est ce qui mettrait fin à notre période de questions. Fait que je voudrais finir en faisant une bonne main d'applaudissements là, à nos 3 excellentes panélistes. Un gros merci pour ces discours fort encourageants malgré tout, malgré cette ère des fois négative et décourageante dans laquelle on est. Là, vous êtes source d'espoir de voir comment que la mobilisation, ça sert beaucoup dans ces temps-ci. Puis j'aimerais aussi terminer en disant que justement des organismes internationaux, des organismes environnementaux, des associations comme la COSI, c'est un privilège au Québec, au Canada, qu'on ait accès à ça. On a été privilégiés, j'en fais partie, de pouvoir participer à ces conférences-là internationales grâce à ce soutien-là qu'on reçoit au Québec. On est clairement, puis les filles l'ont évoqué, là, on est très consciente que ce n'est pas une chance qu'il y a partout dans le monde, une opportunité qui n'est pas possible partout. Donc, choisissons d'utiliser nos voix plurielles pour faire entendre ces personnes-là qui ne sont pas toujours présentes dans les événements comme ceux-là. Alors, je terminerai en passant la parole à Martine qui va clore notre panel. C'est très intéressant. Je pense qu'on a pu constater aussi les rôles de la participation citoyenne, les pouvoirs de la participation citoyenne. On a vu comment la participation citoyenne, la mobilisation a contribué à la lutte contre le changement climatique. La mobilisation pour la protection de la biodiversité, les droits des femmes et l'égalité des genres. Donc, mais c'est sûr, et vous l'avez évoqué aussi là tout à l'heure, c'est sûr que les résultats de ce qu'on a évoqué tout à l'heure, les résultats, et je m'adresse notamment des COP, on sait très bien que pour la société civile, ce ne sont pas des résultats auxquels on s'attend. Pas seulement la société civile, les pays du Sud, mais on sait très bien aussi les pouvoirs de la participation citoyenne. On sait très bien quand on participe dans des conférences sur les changements climatiques, sur la biodiversité, les rôles importants, les rôles clés que joue la société civile, justement pour mettre la pression aux décideurs pour faire des choses, pour penser, pour mettre d'abord et devant la planète, la nature et l'environnement. Donc, une petite chose que je voulais vous dire, une petite note d'information. On a parlé des COP, COP climat, COP biodiversité, COP 29, COP 16, la participation à la conférence A8 et la mobilisation via la COSI. Ben justement, la COSI et les membres de la COSI et des groupes de la société civile québécoise se mobilisent déjà pour la COP 30. La COP 30, comme Andréane l'a mentionné tout à l'heure, qui va avoir lieu au mois de novembre au Brésil, en plein cœur de l'Amazonie. Donc, d'ailleurs, si les enjeux en lien avec la COP 30, les enjeux en lien avec la COP climat vous intéressent, la COSI organise une séance d'information au mois de mars, le 13 mars, si je ne me trompe pas. Mais si vous nous envoyez un courriel ou là tout à l'heure pendant les 5 à 7, je pourrais aller chercher les informations. Mais si je ne me trompe pas, c'est le 13 mars. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous êtes invité à participer à cette séance en ligne. Bon, on a parlé pendant presque 12 heures sur la participation citoyenne. J'aimerais maintenant mettre sur la table une proposition, une invitation pour vous. En fait, nous, la COSI, les réseaux de la COSI, collaborent avec plusieurs partenaires du Sud global. Et cette fois-ci, je vous invite à participer à une campagne qui est menée par un partenaire de l'Amérique latine qui s'appelle COICA. Et la campagne s'appelle Amazonie pour la vie, protégeons 80% d'ici 2025. Et le but de la campagne, c'est d'interpeller et de demander aux institutions,
et à la communauté internationale de faire des efforts concrets pour stopper la déforestation dans l'Amazonie. Parce que l'Amazonie, en fait, joue un rôle essentiel dans l'équilibre de l'écosystème au niveau mondial. Mais malheureusement, en fait, pendant qu'on se parle, l'Amazonie est en train d'être déboissée et brûlée. Donc, il y a une urgence d'agir. Et c'est ça qui nous demandent nos partenaires, c'est ça qui nous demande COICA et les groupes autochtones de l'Amazonie. Il y a une urgence d'agir pour protéger les poumons de la planète. Donc, je vous invite, oui, au nom de la COSI, mais surtout au nom des groupes autochtones de l'Amazonie, de participer à cette campagne internationale, de signer la pétition. Là, je vois qu'il y a des gens qui font le scan du code, c'est parfait. Et vous savez aussi des petits billets. Donc, s'il vous plaît, signez cette pétition-là et d'ici la COP 30, c'est-à-dire d'ici novembre, COICA, notre partenaire de l'Amazonie, va présenter les résultats de la campagne et il cherche à avoir 500 000 signatures de partout dans le monde. Donc, nous ici à la COSI, on est mobilisés, mais aussi au niveau international, dans plusieurs d'autres pays, il y a des partenaires, il y a des alliés de COICA qui sont à la recherche justement des alliés comme vous. Donc, s'il vous plaît, passez les mots, signez la pétition, partagez-les sur vos réseaux sociaux, avec vos amis, avec vos collègues, vos amis. C'est un geste concret de participation citoyenne. Parfois, on se demande qu'est-ce qu'on peut faire pour contribuer avec les communautés les plus affectées des impacts des changements climatiques. Voilà un exemple concret de participation citoyenne. C'est bon pour ce point-là. Le deuxième point est très rapide, et là, c'est plus au niveau de notre panel. Super important, s'il vous plaît, sortez, gardez pas vos cellulaires, parce que j'ai encore du code QR pour vous. Les premières, c'est l'évaluation de notre panel. C'est une évaluation que ça va vous prendre 2 minutes, mais qui va être très important pour nous pour améliorer justement nos activités en matière d'éducation à la citoyenneté mondiale. Donc ça vous prend 2 minutes. Là, vous pouvez le faire pendant que je suis en train de parler ou là tout à l'heure dans le 5 à 7. Mais le deuxième code QR, ça va vous prendre plus de temps. Donc, prenez les codes, gardez l'hyperlien et demain ou dans la semaine quand vous aurez le temps, s'il vous plaît, on vous invite à participer dans un sondage. C'est un sondage autour d'une initiative qu'on travaille à la COSI depuis juin de l'année dernière, qui va se culminer en juin 2025. Je parle des États généraux québécois de la solidarité internationale. Donc, c'est un sondage où on vous invite, s'il vous plaît, à nous donner vos points de vue concernant les rôles et l'importance de la solidarité internationale québécoise face aux défis qu'on voit et qu'on vit au niveau local et au niveau international. Donc, s'il vous plaît, ça va être super important pour nous d'avoir vos avis sur cette initiative. Donc, voilà, j'ai terminé et on a un petit 5 à 7 qui nous attend dehors. Juste pour finir, j'aimerais vous dire encore une fois vraiment un grand merci, Noémie, pour l'animation. Je sais qu'on a eu de beaux défis avec le temps. Merci. Chapeau. Merci beaucoup, Laura, Andréane, Julie, pour votre participation, mais surtout pour votre engagement. Donc, et merci pour les personnes qui sont à distance d'avoir participé et pour les personnes qui sont à la salle aussi, un grand merci. Et on va pouvoir poursuivre les échanges, les dialogues lors du 5 à 7. Merci beaucoup. Au revoir.